Bonsoir à tous. Donc, deuxième atelier de l'année 2022 déjà. On a fait, donc la dernière fois, on a travaillé sur le CV. C'était assez intéressant de voir quels étaient les éléments clés du CV. Là, on passe à l'étape suivante. On passe à l'entretien d'embauche. Normalement, le CV nous conduit, s'il est bon, si j'ai bien compris les choses, s'il est correct, il nous conduit à l'entretien d'embauche directement, presque. Merci à Ludovic qui va conduire cette présentation, assister. Alors donc il y a Bastien, c'est ça? Tout à fait. Et Michael. Tout à fait. Ouais. Voilà. Écoutez, merci à tous les trois. Et Je vous on en y prie. va Eh bien, pour parfait. cette nouvelle étape. Merci Didier pour cette introduction. Du coup, on est ensemble pour 2 heures d'échange et de best practice, entre guillemets, sur les entretiens d'embauche et dédiés aux financiers d'entreprise. Ce que je vous propose, c'est de dérouler un peu le plan pour qu'on voit comment ça se passe. Un premier partie, moi, je vais vous donner quelques informations globales d'un processus de recrutement, quelques conseils qui, au bout de mes 20 années d'expérience de recrutement des profils financiers et comptables, je vais pouvoir partager avec vous. On va refaire un point sur quelques conseils de l'entretien virtuel et puis l'entretien physique pour voir un peu ce qui change, mais d'une manière assez globale. Ne vous attendez pas à des choses que vous allez redécouvrir parce que quand on regarde un peu tout ça, c'est du bon sens en fait, hein, cet entretien. Ce qui va être surtout intéressant, c'est la deuxième partie où là, pour le coup, j'ai demandé à mes deux compères que je remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir relevé le challenge, mais d'être là aujourd'hui. Je leur ai demandé de simuler un entretien de recrutement d'un directeur financier. Donc, je vais vous expliquer après par la suite, mais j'ai identifié une offre d'emploi qui est réelle hein, d'ailleurs, hein, de directeur financier qui est sur ace.fr pour aller travailler à Montpellier. Voilà, donc Bastien de mémoire fera le consultant du recrutement et Michael qui m'a fourni un CV qu'on a trouvé dans notre base de données, qu'on a anonymisé, mais on vous montrera le profil, fera le candidat et donc on aura un jeu de questions-réponses. Donc vous pourrez observer quelque part comment Bastien, qui est consultant sur la division senior finance, fait tous les jours pour recruter des directeurs financiers. Ça va durer à peu près 15 minutes, hein, on ne donne pas plus, mais ça sera une version un peu condensée. Mais l'enjeu de cet échange aujourd'hui, c'est qu'on puisse tous ensemble, finalement, observer un certain nombre de choses et puis ensuite échanger, se dire peut-être comment on aurait fait ou dans cette situation, peut-être comment on peut déjouer quelque chose. Et puis avec ce support de ce qu'on aura observé, on naîtra des échanges, des recommandations et puis que tout le monde, puisqu'on est plus de 20 personnes aujourd'hui à suivre ça, d'avoir une richesse d'échanges qui pourra permettre à chacun d'évoluer sur cette thématique. OK? Donc aujourd'hui, on a avec nous, donc, au-delà de notre ami Didier qu'on ne présente plus, qui est président de ce beau club carrière et évolution, moi, votre humble serviteur, hein, je suis membre de la DFCG depuis aujourd'hui une 16e, je viens de recevoir ma cotise, il faut que je la paye d'ailleurs, mais à peu près 16 ans de bons et loyaux services à la DFCG. Mon deuxième job, on va dire entre guillemets, c'est chez Hayes, où je m'occupe d'une division qui s'appelle les business managers, qui ont pour vocation d'accompagner nos consultants sur 4-5 divisions pour garantir leur niveau d'expertise. Vous l'aurez compris, moi, au bout de 20 ans, je m'occupe de la finance, mais j'ai des gens avec moi qui s'occupent du BTP, de la construction, de l'industrie, de l'informatique et puis de l'audit expertise comptable. Bastien, qui est avec nous, consultant en recrutement sur la division senior finance. Donc, je peux te laisser présenter Bastien rapidement. Tout à fait, effectivement, j'ai rejoint Hayes il y a une petite année et donc je suis dans la division senior finance. Donc on est une dizaine de collaborateurs où nous, on se concentre vraiment sur tous les postes qui sont au-delà de 45 cas de rémunération annuelle brute. Échanger avec les clients, rencontrer avec des candidats, que ce soit parfois dans le cadre général ou pour des postes spécifiques. On échange avec eux, comme on va vous présenter avec Michael, dans le but de justement les accompagner durant leur processus de recrutement après chez nos clients.
Et merci. Et donc, on a aussi Michael qui est avec nous, qui, lui, fait partie de notre cabinet de chasse qui s'appelle Ace Executive et qui recrute aussi des financiers. Donc, je vais te laisser te présenter et voir ce que tu fais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Ludovic. Donc Michael, donc au sein d'Ace depuis plus de 3 ans maintenant, notamment sur la partie chasse de tête et sur la partie financière. Donc à la différence de Bastien, je couvre donc tous les profils financiers à partir de 100 000 € brut annuels sur des champs à la fois régionaux, nationaux, mais également internationaux. Et donc on est accompagné donc aussi d'une équipe de recherche qui se charge effectivement d'effectuer les recherches. Pour ma part, je suis plus en interlocution avec les clients, mais il m'arrive également de faire des recrutements dans le cadre de projets plutôt spécifiques. Merci. Du coup, pour dérouler ma présentation, donc je vais passer ce slide sur le groupe Carrière Évolution, à moins que Didier, tu veuilles expliquer aux personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois un peu ce qu'on fait. Pas, sauf s'il y avait des gens qui étaient en attente d'informations sur Carrière Évolution. Donc on va continuer. Et puis tous ceux qui veulent des informations, ils me contactent directement. Mais en 2 mots, le groupe Carrière Évolution Île-de-France, il est composé de Didier et moi, qui animons ce groupe depuis 3 ans maintenant à peu près. C'est ça, à peu près. Et l'idée, c'est de se donner un rendez-vous mensuel pour vous aider dans votre réflexion de mobilité professionnelle. Donc l'enjeu, Mobilité, pour ceux qui sont en recherche ou pour ceux qui veulent qui évoluer. réfléchissent. Voilà. Ouais. Donc l'enjeu, c'est pas de vous donner des offres d'emploi et de vous dire ah, tiens, il y a une entreprise qui recrute à tel endroit, ainsi de suite, mais c'est plutôt pour vous faire réfléchir à l'offre de service que vous pouvez offrir sur un marché et vous permettre aussi l'accès à nos consultants de Hays pour pouvoir vous réfléchir à justement qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez fait et comment adresser ce marché du recrutement qui change, qui évolue. On parle de réseaux sociaux, on parle de réseaux, on parle de tout ça. Voilà, donc c'est pour vous permettre tous ces contacts. Les prochains rendez-vous du groupe, d'ailleurs, le mois prochain, le 8 mars, on parlera de LinkedIn. Donc, on sera là d'un côté beaucoup plus opérationnel pour vous présenter l'outil et vous aider à affûter justement votre présentation et surtout de savoir comment on utilise LinkedIn dans une recherche d'emploi. Donc, on aura aussi des conseils de recruteurs, Bastien ou Michael ou quelqu'un d'autre qui viendra aussi pour vous dire voilà comment nous, on fait nos recherches sur LinkedIn de candidats. En avril, on a une présentation qui sera sous le thème du réseau. Alors, contrairement aux réseaux sociaux, là, on parlera vraiment de réseau carnet d'adresses. Donc, comment je développe mon carnet d'adresses quand j'ai jamais réseauté, à quoi ça sert et comment le faire. Ensuite, on aura un format alors plutôt présentiel que virtuel pour le coup. Ça sera le pitch où on vous permettra devant tout le monde de présenter votre pitch pendant 2 minutes et justement de bénéficier du retour de toutes les personnes présentes par rapport à ce qu'on doit améliorer, la manière dont on présente et ainsi de suite. Voilà, c'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois et qui est vraiment apprécié de la part des personnes parce que ça permet de se confronter à ses pairs et justement de prendre des informations d'autres et de voir des pratiques différentes pour affûter finalement ce qu'on met en pratique dans la stratégie réseau quand on va dans un cocktail, quand on voit voir une table ronde qu'on peut se présenter, on a toujours intérêt à affûter son pitch professionnel. Et le dernier rendez-vous de cette saison, entre guillemets, en juin, sera la partie négociation salariale. Alors plutôt, ça s'adresse plutôt à une population qui est pour le coup en poste, mais on vous donnera quelques ficelles pour réfléchir justement à comment négocier son salaire avec son patron dans ces moments d'attente tendue. Voilà. Et puis après, ça reprendra, je pense, Didier, à partir de septembre. Septembre. Ouais, une pause faut laisser passer l'été. Voilà, c'est ça. Généralement, en juillet-août, il n'y a pas foule au portillon. Ouais. J'espère que le 22 juin, on sera sorti de l'aspect sanitaire complètement. Ouais, On essaiera d'imaginer quelque chose. c'est Peut-être. ça. Ouais, exactement. Ouais. Alors, juste pour
parler de Hayes et parler de la division finance et comptabilité. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que moi j'ai connu Hayes, on était 16 personnes en France, donc j'étais la 5e personne qui rejoignait l'équipe de la finance et de la comptabilité. Aujourd'hui, la division finance, c'est une centaine de consultants qui se répartit entre 2 gros secteurs, on va dire. Un, la profession comptable libérale, donc les cabinets d'audit et d'expertise comptable, et ça, c'est environ une quarantaine de consultants répartis dans nos 20 bureaux en France. Et c'est 60 consultants qui recrutent exclusivement pour la direction financière, donc des postes en comptabilité, en contrôle gestion, en direction financière, en audit, en conso. Et ça, pour le coup, c'est très varié en termes de clientèle, à la fois des PME, des ETI, des startups, mais aussi des filiales de groupes étrangers, des filiales de groupes des multinationales, des groupes du CAC 40. Voilà, c'est très, très varié, avec des équipes parisiennes et puis des équipes en région. Et donc, Michael, qui est là sur la partie exec, alors oui, c'est pas 150, ça, on a baissé à 100. Du coup, là, le split de salaire est 100. Donc, on a une division junior finance qui fait les postes pour la direction financière en dessous de 45K. Et senior finance, Bastien, dont tu fais partie, qui va faire donc un scope de 45 à 100. Voilà. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette introduction? Est-ce que vous avez des choses à partager? Bon. N'hésitez pas, hein, au fur et à mesure, posez vos questions, intervenez. Ah, je voyais une question. Oui, bonjour, Étienne. Étienne Moreau. Oui, tout à fait. Je vous en prie. Bonjour à tous. J'avais juste une petite question. En fait, je regardais en parallèle sur le site de la DFCG pour voir les fameuses réunions qui sont à venir, qui me paraissent très intéressantes. Et je ne les vois pas, en fait. Est-ce qu'il faut faire partie du groupe? En fait, je suis assez nouveau dans la fonction, enfin, dans l'association DFCG. Et en fait, j'aimerais bien voir cette du 8 mars, ou est-ce qu'elles arrivent peut-être Alors, plus tard? ça, c'est Didier qui va savoir nous répondre, mais Ouais, il faut théoriquement, faire elles partie sont. du groupe Carrière et Évolution et je vais le positionner sur Work. Oui, je vais le positionner dans le groupe Carrière et Évolution. Je vais le diffuser. Bah, déjà, si tu veux mon slide, Didier, tu peux le mettre déjà quand on ait le planning, tu vois. Ouais, Si tu veux. je vais le mettre. Ouais. Et du coup, il faut s'inscrire via les événements du site DFCG ou il faut faire par le groupe Carrière et Évolution pour les prochaines sessions? Normalement, tout est lié en fait, normalement. C'est-à-dire que quand vous avez, comme dit Didier, normalement, sur le site de Hayes DFCG, dans les événements, la DFCG communique sur la date et donc vous pouvez vous inscrire. Vous devez aussi recevoir un email avec l'invitation à cet événement. Alors, ce que je disais à Didier, c'est que là, moi, j'ai pas reçu le premier et j'ai reçu juste le deuxième. Donc, peut-être qu'il y a eu un couac pour cette fois-ci. Et puis, par le groupe Carrière Évolution, normalement aussi, vous avez de quoi vous inscrire. Donc, vous avez plusieurs canaux. Mais bon, après, vous avez les dates. N'hésitez pas à moi me solliciter Didier, à nous envoyer un email après en route à la DFCG pour qu'il vous inscrive. Hein? Ouais. Pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Armand, vous avez une question aussi? Oui, bonjour. Moi, c'était éventuellement une question sur le CV pour savoir s'il était possible d'avoir éventuellement votre avis, votre regard dessus et échanger éventuellement par rapport à ça. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que vous m'envoyez votre demande par mail, soit LinkedIn, soit mail, et puis moi, je referai passer avec l'équipe de Bastien. On trouvera bien quelqu'un dans l'équipe de Bastien qui sera capable de vous passer un petit coup de fil et vous aider pour vous donner votre avis sur le CV, pas de souci. Merci. Ludovic, tu peux peut-être aussi envoyer, je crois qu'on avait enregistré la séance précédente, justement, sur les CV. Normalement, alors c'est sous gouverne de Samantha qui gère la technique. Ouais, il faudrait leur redemander à Samantha quel est le lien d'accès, ou alors on le trouve. Alors là, ça c'est une bonne question. Comment on le retrouve? On va regarder ça. Normalement, on doit le retrouver sur le DFCG Île-de-France. Ouais. Normalement, il y a une section, effectivement, quand on va sur le site de la DFCG où il y a les replays.
Oui. Il y a un petit onglet quelque part où on clique sur les replays et on a l'ensemble de tous les replays. Normalement, oui. Ouais. Exact, Isabelle. Ouais. Voilà, on doit pouvoir y aller sur les replays. Ouais. Oui. D'accord, merci. Allez, impeccable. S'il n'y a plus d'autres questions, on y va. Du coup, l'entretien, donc c'est un moment tant attendu que tout le monde vise une fois qu'on a répondu à une annonce ou qu'on a envoyé son CV. Donc on part là du principe que ça y est, on a l'heure et le jour et l'heure et qu'on doit se présenter. On le dit jamais assez, mais la théorie de l'entretien et de la réussite de l'entretien, elle tient sur 3 grandes phases, hein, 3 grandes actions qui est le avant, pendant, après. Et c'est un peu comme le ciel est bleu, mais c'est vrai que le avant sur la préparation, souvent, on s'aperçoit qu'il est parfois soit négligé, soit peut-être pas assez préparé, et ce qui amène à des situations parfois de confusion ou alors d'interprétation ou de conviction lors de l'entretien, qui va pousser finalement un recruteur, que ce soit un cabinet ou que ce soit un client, à zapper, à passer, à mettre de côté finalement cette candidature parce qu'il n'aura pas eu peut-être les bonnes interprétations. Du coup, quand on parle de préparation, on va surtout parler à la fois de l'humain, enfin de la personne qu'on rencontre. Donc pour réfléchir à maintenant, avec les outils, on est capable de voir quels sont les parcours des personnes qu'on a rencontrées, dans quelles entreprises ils ont pu travailler, mais on parle aussi de l'actualité finalement de l'entreprise sur les dernières activités économiques, les rachats, les projections, les stratégies, bref, de bien se renseigner là où on va mettre les pieds. Okay. Quand on parle de la préparation, on a aussi tendance à oublier la préparation de soi. En fait, la préparation de nous en tant qu'être humain et de réactions qu'on peut avoir lors d'une situation de stress, tout simplement. Donc, la préparation aussi, elle commence à réfléchir à son pitch, à retravailler, c'est un exercice qu'on fera ensemble, hein, mais retravailler la manière dont on va se présenter, la manière dont on va répondre à un certain nombre de questions qui parfois peut nous déranger. Je pense à des périodes, par exemple, d'inactivité ou des choses dans un CV qui, souvent, moi, on me demande comment je fais pour parler du fait que là, je me suis fait virer dans cette dernière expérience ou que j'ai claqué la porte parce que j'étais pas d'accord avec la stratégie globale de l'entreprise. Bon, des fois, il y a des situations un peu délicates qui font que ça nous met un peu en difficulté lorsqu'on en parle. Donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment pas les subir et vraiment les amener et les amener sur le bon chemin et les préparer. Donc voilà, tout ça, je dirais, c'est de la préparation. Et quelque part, dans cette préparation, je vous invite à solliciter, déjà, on est entre nous, les membres d'un même groupe qui sont dans une communauté et qui vont pouvoir y réfléchir et apporter des solutions, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui se font et ça peut être utile à tous de bien avancer de cette manière-là. Alors, dans la préparation, on a aussi la première impression, mais on ne le dira jamais assez. Se rendre à un entretien physique, ça veut dire aller dans un lieu qu'on ne connaît pas, donc préparer un trajet. Voilà, c'est tout bête et j'ai l'impression encore une fois de dire une simplicité, mais moi avant, quand j'allais rencontrer un client pour la première fois, quand j'étais consultant, à l'époque, je sortais l'itinéraire à MAPI, donc ça va en faire sourire quelques-uns et ils se rappelleront de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais un itinéraire et de se dire qu'on va arriver pile à l'heure, c'est important. Dans la restauration, on dit, moi j'ai un passé de restauration, hein, mais dans la restauration, on avait un créneau qui disait quand on est à l'heure, on est déjà en retard. Donc, quelque part, la première impression qu'on va faire et qu'on va montrer à un futur employeur, c'est toujours intéressant qu'elle soit bonne. Et donc, préparer son déplacement, préparer tout ce qu'il faut pour gérer l'imprévu, c'est important.
La préparation, on a de quoi noter, on a des informations pour prendre voilà, des informations stratégiques sur l'entreprise, un cahier, enfin voilà, c'est tout ce qui va vous aider à sortir quelque chose dont vous aurez besoin. Si vous êtes fier d'un book que vous avez pu mettre, mis en place dans une entreprise ou un rapport à quelque chose, de l'avoir avec vous aussi pour pouvoir le montrer. Tout ça, c'est des choses qui vont, en fonction du contexte, vont être importantes. Donc ça, la préparation, elle est à ce niveau-là aussi. Dans la préparation, je pose aussi un moment peut-être pour réfléchir aux questions à poser et à vous poser. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie d'entreprise que vous voulez rencontrer, du contexte, du poste, du secteur d'activité, je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous devez vous pencher qui vont vous permettre d'être pertinent dans votre approche. Voilà. Vous allez être confronté à des décideurs, parfois, alors soit c'est un RH, soit c'est un dirigeant, et en fonction des cibles que vous allez rencontrer, forcément, vous ne pouvez pas dupliquer le même style d'entretien. Vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont peut-être parfois rentrer plus dans le détail sur des aspects techniques. On va parler avec un DG, avec un DAF de financement, de business plan, d'outils, de systèmes, voilà, d'expériences qu'ils ont pu vivre. Avec un RH, on va peut-être plutôt parler de management, de manière dont on mène les objectifs dans une équipe. Bref, ça va être des discours qui vont être différents. Donc voilà, le pendant, je pense que c'est des choses qui doivent se tourner autour de l'attitude et autour du message que vous devez faire passer. Et donc, ces questions à poser aussi sont importantes. Et comme vous les aurez préparées, il faudra aussi savoir à quel moment vous pouvez les poser. Quand on parle d'attitude et quand on parle de cet instant présent de dérouler un entretien, ce qui est important, c'est de vous poser les bonnes questions au moment de cet entretien, de se dire quelle image je reflète. Voilà. Quand je vais apporter une information, une réponse à une question, comment l'autre peut me percevoir. Et c'est pas facile de le faire pendant l'entretien, mais c'est un exercice qui vous permettra aussi peut-être de rectifier une réponse à une question un peu rapide que vous auriez donnée et qui vous permettra aussi d'être plus pertinent et de vous dire non, attendez, je vous ai répondu ça, mais là, je viens d'y repenser, finalement, non, c'est ça, c'est plutôt ça que je voulais vous dire. Voilà. Alors que bien souvent, à froid, quand on a passé l'entretien, souvent on se dit tiens mince, j'aurais dû dire ça quoi. Donc quand on se pose ce type de questions pendant l'entretien, parfois ça permet aussi de rectifier le tir quand c'est nécessaire. Et la théorie de l'entretien, elle passe aussi après dans le suivi et la reprise de contact. Alors le suivi, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, Ludovic, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut envoyer un email? Est-ce qu'il faut rappeler? Est-ce qu'il faut relancer? Combien de temps? Je dirais ça lié étroitement au pendant en fait et au call to action. Dans le marketing, on dit souvent ça, mais à l'action que vous allez donner et que vous allez finalement imposer à votre interlocuteur à la fin de l'entretien. Hein. Donc, si effectivement vous vous quittez sans rien dire, c'est toujours délicat de se dire est-ce que je peux rappeler tout de suite dans 48 heures, ainsi de suite. Mais si dès lors de l'entretien, vous partez en disant voilà, what next, je vous demande sur LinkedIn et je me permets de vous relancer dans une semaine pour voir où ça en est, ça est défini, vous l'avez défini ensemble communément et vous aurez votre action qui pourra se faire. Hein. Voilà. Alors, je vais vous passer ce slide et je passerai la parole après à Bastien et Mickaël qui pourront nous donner aussi leur expertise et puis leur expérience d'attente d'un recruteur hein, quand on rencontre un profil d'une manière générale. Mais ce qui est clair, c'est que n'importe quel recruteur, que ce soit un cabinet de recrutement ou un client, aujourd'hui encore plus, va attendre de la personne qui va rejoindre sa structure qu'il ait un minimum de travail effectué sur le pourquoi du comment. Et donc, ça revient sur le pendant, mais au-delà de savoir les tailles d'entreprise, les secteurs, les grands moments clés de l'entreprise, on va attendre pour un financier encore plus qu'il ait anticipé et qu'il ait eu ses propres convictions, quelque part, sur l'organisation.
un financier d'envergure comme vous êtes tous, avec des fonctions qui ont une vision à 360 degrés, ce qu'on attend d'eux, c'est d'avoir cette vision stratégique. Donc, c'est d'avoir une capacité d'analyse, une capacité de réaction, d'agilité, de compréhension, de conduite du changement. Donc, bref, quelqu'un qui va pouvoir rapidement permettre de se poser dans n'importe quel type d'organisation et apporter des solutions. Donc, lors d'un entretien, oui, si vous découvrez un secteur, il va falloir que vous puissiez vous faire vos propres convictions et que vous puissiez poser vos questions d'interrogation pour pouvoir bien cerner les tenants, les aboutissants. Un recruteur, il va attendre aussi quelqu'un qui réponde à une solution, une problématique, donc qui apporte une solution. Quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, c'est qu'on a un déficit de compétences. Okay, on a un groupe qui nous impose une mise en place d'un nouvel ERP qui a été mis en place partout dans le monde. En tant que directeur financier, on n'a personne qui connaît SAP, par exemple, et donc forcément, il faut acquérir cette compétence à l'extérieur. Okay, donc c'est une aiguille qui nous pique et qui nous fait mal parce qu'on n'a pas du tout cette compétence. Donc du coup, on va chercher le spécialiste, entre guillemets. Hein, on va chercher le sachant, entre guillemets. Donc quand on a des profils qui viennent vers nous et qui nous disent vous savez, moi je peux mettre un ERP en place, mais aussi je peux faire tout un plan d'audit interne parce que dans ma carrière j'ai fait ça, et puis j'ai mis des indicateurs de performance en place, donc je vais pouvoir mettre en place vos tableaux de bord. Bon, faut être cohérent en fait. Hein, c'est ce qu'on disait dans l'atelier précédent, c'est que finalement, quand on a plusieurs cordes à son arc, si on choisit la mauvaise, on ne va pas aller dans la bonne direction. Le recruteur, entre guillemets, il cherche 3 angles à analyser pour avoir son adéquation, entre guillemets, pas forcément parfaite, mais une bonne adéquation entre le poste et le candidat. On va s'attendre à ce que l'environnement dans lequel le candidat va s'intégrer soit le même. Donc, si on est dans un contexte fort de développement, d'entrepreneuriat, d'international, voilà, pensez une PME qui a besoin de grandir et d'ouvrir des bureaux dans 2-3 pays, on va chercher quelqu'un qui aura eu cette compétence-là, qui va être à l'aise dans ces environnements internationaux. Voilà. On a quand même peu d'entreprises aujourd'hui qui se disent « Ah tiens, oui, on va tenter avec cette personne ». Voilà, si on a besoin de se développer en Chine, tant qu'à faire, si on intègre un directeur financier qui a eu des filiales en Chine, ça va nous rassurer. Okay, donc ça, cette première adéquation, elle est importante. Ensuite, le contexte dans lequel on recrute quelqu'un va vraiment apporter aussi un élément important, à savoir si on est dans un contexte où on a besoin de réorganiser, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu le foutoir dans la direction comptable. On sait que nos directions opérationnelles ont du mal à obtenir leurs chiffres en temps et en heure et qu'on a besoin de bâtir, restructurer, remotiver les équipes et ainsi de suite. On va avoir besoin d'être rassuré par rapport à ce contexte d'entreprise où il y a eu une valeur ajoutée qui a été amenée et qui a permis de structurer les choses. Et enfin, les compétences, voilà, c'est les choses sur lesquelles on va tiquer. On parle de compétences techniques, mais on parle aussi de compétences, ces fameuses soft skills, de savoir-être et savoir-faire, où là, on va s'attendre à des compétences managériales. Alors, j'ai eu la discussion avec un candidat hier, justement, qui me je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, mais on parlait du sujet du management et qui me disait je ne comprenais pas pourquoi en fait on m'a refusé un poste, du moins on m'a pas dit d'aller plus loin parce que je leur ai dit que j'avais que 2 personnes dans le management, bien que j'avais eu 7 à 8 personnes quand je faisais de l'audit. Et donc c'est ce que je lui expliquais, je disais souvent, c'est aussi un regard qu'on a quand on est recruteur, de se dire j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir des vrais réflexes de management dans la montée en compétence des gens, dans le style de management que vous opérez, comment vous allez donner des objectifs à des collaborateurs, comment vous allez les suivre, comment vous les allez faire monter en compétences. Et donc souvent, en tant que recruteur, on va être très attentif à cette manière de manager, de faire monter. Et on va parfois avoir des convictions erronées peut-être, mais sur le style de management quand on voit qu'une personne a managé juste 2 personnes. Voilà, on va se dire tiens oui, il a peut-être eu des réflexes. Si on ne l'aborde pas, c'est la conviction qui vient directement. Okay.
Bastien, toi, quand je te dis ça et que je parle de tout ça, toi, d'une manière générale, qu'est-ce que tu attends d'un entretien de recrutement quand tu vois des profils en senior finance? Moi, il y a toujours deux axes importants lors d'un recrutement. C'est d'abord que je comprenne bien, je dirais, tout un côté compétences factuelles, et d'un autre côté, tous les soft skills, personnalité, tout le côté humain qui est tout aussi important. En fonction de nos clients, de leurs projets, de leur évolution. Ils ont besoin parfois de plus de quelqu'un qui soit un meneur ou quelqu'un qui est plus opérationnel. Donc vraiment, pendant un entretien, on va pas juste regarder. Alors le CV permet de décrocher l'entretien, mais après, pendant l'entretien, il y a toute cette dimension qui rentre en jeu que nous, on va vraiment rechercher pour savoir si tout simplement le profil qu'on a en face de nous correspond au profil qui est recherché chez notre client. Ok. Et toi, Michael? Moi, je le regarderais plutôt de l'autre versant, on va dire. C'est aussi regarder de votre perspective à vous. C'est-à-dire que nous, on a tout intérêt aussi à vous proposer une opportunité et un projet qui vous correspondent. Et effectivement, nous assurer finalement de tous ces éléments-là, c'est nous assurer aussi que vous allez vous épanouir au sein de la structure que vous allez supposément intégrer. Vous proposez une opportunité qui est complètement en inadéquation avec votre scope ou avec vos attentes ou même avec vos affinités. Pour nous, en tant que recruteur, d'une certaine manière, on fait un peu mal notre travail. Donc, effectivement, il y a à la fois le versant client, mais aussi le versant candidat, où effectivement, on a tout intérêt à faire matcher l'attente de l'un et l'attente de l'autre. Merci. Souvent, dans le mot entretien, on a cette connotation de jugement. On a cette connotation de dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas la bonne personne, alors qu'on en oublie l'essence même finalement de cette rencontre, qui est de se dire est-ce qu'on se plaît mutuellement. Et tu as raison, Michael, hein, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. La chose qui change dans le monde du recrutement en 2022 et depuis justement la crise du Covid, c'est que on s'aperçoit que les candidats ont repris le pouvoir en fait. Et ça avait commencé un peu avec des fonctions pénuriques comme tu avais connu, Michael, sur l'audit et l'expertise comptable. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très vieille pub de l'APEC où on voyait des candidats qui faisaient passer des entretiens finalement à des entreprises et qui disaient oui, tiens, oui, non, toi c'est bon, toi c'est pas bon, ainsi de suite. On arrive aujourd'hui dans un schéma où les pénuries de compétences sont tellement rares que effectivement, les entreprises sont de plus en plus enclins à travailler sur la marque employeur, sur l'employabilité, sur un certain nombre de choses qui font que elles ont besoin d'attirer ces compétences. Pour les DAF, c'est un peu plus difficile puisque finalement, il y a moins de postes de DAF qu'il y a de postes de contrôleur de gestion, de comptable, ainsi de suite. Voilà. Donc, on est encore plutôt dans un schéma pour le DAF où on va devoir finalement montrer patte blanche et souvent, l'entretien va aussi permettre quand même aux deux parties de se rassurer. Hein. Voilà. Vu qu'il y a moins d'opportunités visibles de DAF, effectivement, les directeurs financiers répondent assez régulièrement et nous, on voit quand on dépose une annonce de DAF, on a quand même pas mal de profils. Hein. Donc, il y a pléthore de candidats. Et quand on les rencontre en entretien, on s'aperçoit aussi des fois qu'il n'y a pas le bon match parce que, comme disait Michael, ça ne va pas le faire. Ça va peut-être être bien pendant 6 mois, 1 an, mais après, il y a quelqu'un qui va être surcalibré par rapport aux besoins de l'entreprise. Hein. Donc, c'est vrai que cet entretien, c'est aussi vraiment le moment où on va se réajuster, entre guillemets, par rapport aux exigences des deux parties, quoi. Alors là, j'ai un schéma qui est ce qu'il est, en fait, et qui est une sorte de plan que je vous invite à réfléchir, à adopter peut-être, je ne sais pas, en fonction de ce qui vous paraît le mieux, mais c'est ce qu'on remarque en général dans la structure d'un entretien. Si on prend un entretien d'à peu près 1 heure, on se dit qu'une première partie, enfin du moins, ce qu'on attendrait nous, c'est de créer le contact. Voilà, c'est qu'on ait dans cette logique de rencontre, qu'on ait quelque chose qui brise un peu la glace, voilà, qui va permettre
la première minute de se familiariser entre les deux parties. Dans l'explication finalement de chaque expérience professionnelle ou dans le suivi quelque part d'une expérience professionnelle, pendant 10 minutes, on va plutôt s'attacher à décrire des compétences techniques d'une manière générale. Hein, c'est-à-dire quand on fait le parcours d'une expérience professionnelle, on va dire, ben voilà, dans telle entreprise, j'ai pu mener un dossier de financement. Dans celle-là, la grosse problématique, c'était les normes IFRS. Dans celle-ci, c'était autre chose. Donc, voilà, on va s'attacher tout en ralliant des soft skills forcément. Mais ce qui est important, c'est d'abord de s'attacher à pourquoi on vous recrute. Hein, et un directeur financier, on vous recrute surtout pour être tranquille et avoir dormir tranquille le soir sur les déclarations fiscales, légales, les bilans, les comptes des résultats, le rapport avec les CAC, enfin tout ce qu'un DG ne sait pas faire. Donc on va attendre quand même pour vous toujours un degré technique assez important. Les 10 prochaines minutes, là, une fois qu'on a fini de parler de son expérience professionnelle en long, en large et en travers et qu'on parle plutôt de ce que vous avez envie de faire et ce que vous seriez amené de faire, on va plutôt à s'attendre à ce que vous nous parliez de soft skills en fait, de ce que vous êtes, comment vous menez vos discussions, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi donc avec un flashback sur vos entreprises et sur vos succès les plus marquants, donc quelle attitude vous avez pu avoir, l'agilité, bref voilà, des projets ainsi de suite et qui va démontrer ce qu'on attend encore plus aujourd'hui, ces fameux soft skills. Et puis les 10 dernières minutes, quelque part, on peut les réserver sur une sorte de conclusion, une sorte de cohérence qui peut exister entre un parcours professionnel et une suite logique finalement du job qui est visé et de se dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'en suis là dans ma carrière professionnelle. Mon envie, c'est d'arriver à ce type de poste-là. Mon ambition, ma carrière, ma vocation, c'est cette partie-là, vous l'aurez bien compris dans mes expériences professionnelles. Aujourd'hui, c'est logique pour moi que je postule à ce poste-là et voilà la démonstration que j'ai pu vous faire, que je suis le bon candidat. Et les dernières minutes, voilà, ça va être un jeu peut-être de questions-réponses. Et c'est là où peut-être des fois les candidats ont du mal à mener cette partie d'entretien, hein, de se dire, renverser un peu la vapeur et dire, voilà, questionnez votre interlocuteur sur ses choix et se dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez en fonction de tout ce que je vous ai dit, comment on peut arriver à sécuriser nos choix mutuels pour driver un peu cet entretien et faire en sorte que ça aille dans le bon sens, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, dans ce style de structure d'entretien qu'on vous propose de réfléchir, on va attendre de vous que vous soyez peut-être un peu plus actif dans le drive de l'entretien que juste répondre à des questions quand on vous demande de le faire, quoi. Hein. Et je dirais aujourd'hui, les candidats qui nous marquent le plus et puis qui finalement marquent notre attention, c'est ceux qui arrivent justement à mener ce drive gentiment, hein, sans aucune brusque brutalité ou sans aucune manque de respect ou quoi que ce soit, mais qui vont rester cohérents par rapport à leur parcours et qui vont vraiment nous démontrer un drive parfait. Et puis on va avoir en face de nous des gens qui ont les yeux qui brillent et qui ont envie d'avancer, quoi. Sur l'entretien, la différence qu'on peut avoir aujourd'hui entre les entretiens physiques et les entretiens virtuels, on l'a dit tout à l'heure, un entretien physique, encore une fois, ça se prépare sur Google, LinkedIn, l'historique, ainsi de suite, tout ça. Pensez à garder le contact pendant votre entretien parce qu'on a tous ce petit accessoire-là qui nous embête. Et donc, en entretien, vous allez le garder encore pendant un certain temps. Mais bon, il n'y a pas que la mimique sur le non-verbal. Il y a les yeux, il y a les gestes, il y a un peu tout ça. Donc, essayez de garder un peu le contrôle de ce eye contact, comme on dit en anglais, pour vous permettre d'être dynamique. Pensez aussi pendant l'entretien à marquer quelque part votre CV, les expériences et être percutant, à garder le lead sur ce qui fait de vous en termes de produit marketing, je dirais entre guillemets. Hein. Donc là, ça revient un peu à ce qu'on s'était dit la dernière fois sur l'offre de service quelque part que je vais apporter.
Et puis, ce qu'on va attendre de vous aussi, c'est que vous ayez cette posture active en posant un certain nombre de questions, en étant curieux, hein, en se projetant, voilà, pour montrer un intérêt à la fois sur le poste, l'avenir, mais aussi l'entreprise d'une manière générale. Les choses à ne pas faire, bon, être négatif, mentir, arriver en retard, parler de salaire trop rapidement. C'est sûr qu'en entretien, en premier entretien du moins, le salaire est à proscrire. On vous déconseille toujours de rentrer dans les détails de la rémunération pour pouvoir aborder ça dans un second temps. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va dénigrer par exemple son ancien employeur ou qui va être négatif par rapport à une opportunité, un secteur, ainsi de suite, voilà, mesurez un peu vos propos parce que vous ne savez jamais finalement à qui vous avez affaire en face de vous. Et si je puis me permettre, Ludo, la tenue vestimentaire aussi, je pense qu'elle est extrêmement importante, surtout sur l'entretien physique. Ouais. Absolument. Et alors, on ne cesse de conseiller le port de la cravate à des jeunes qui sortent d'école et ainsi de suite pour leur dire, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça se démocratise un peu la cravate, hein, c'est sûr, pour les hommes. Mais c'est sûr que, bon, voilà, ça reste encore un code vestimentaire. Donc, des fois, ça peut être bien perçu, telle la veste en entretien, ainsi de suite. Donc, des fois, ça peut être des petites choses qui font la différence. L'entretien virtuel, je pense que vous deux, vous allez pouvoir en dire plus que moi parce que vous avez peut-être plus l'habitude d'en faire, Bastien et Michael, non? Donc, est-ce que si vous avez des conseils pour l'entretien virtuel au-delà de ce qui est écrit sur le slide? Bastien, tu penses à un truc en particulier? Moi, je dirais que la prise de notes reste tout aussi importante et se voit tout autant dans un entretien en visio. Et quelqu'un qui prend des notes en entretien, ça fait tout de suite sérieux, investi, enfin, tout ce qui peut être rattaché à de la prise de notes. Et vraiment, moi, tous les entretiens que je fais, je le vois tout de suite, quelqu'un qui prend des notes comparé à quelqu'un qui le prend pas. Donc que ce soit après moi, quand je développe sur un poste, une société, ou quand j'apporte au candidat que j'ai en face de moi des conseils pour que lui passe un bon entretien après chez notre client. Il y a une grosse différence entre un candidat qui prend des notes et un candidat qui me dit oui et qui prend pas des notes parce que je sais que ça reste un être humain. Si je le rappelle 2 heures plus tard, il aura peut-être retenu certains points, mais rien à voir avec quelqu'un qui prend des notes et tout de suite, c'est une appréciation qui se fait bien. Donc là, comme c'est juste pas écrit dans ta liste, Ludo, je le précise. Oui. Mais moi, je trouve que c'est très important. Alors, il y a un truc que j'ai pas forcément mis ici aussi, mais qui est vital aujourd'hui, c'est préparer votre matériel technique. C'est toujours bête, mais on est un Si peu tu l'as tous mis, vérifier votre équipement et je voilà. ne suis que d'accord avec toi. Voilà. Parce que ça, je dirais que ça conjugue avec soyez à l'heure parce que quelqu'un qui clique sur son lien Microsoft Teams à 16h pour un entretien à 16h et que pour X ou Y raison ça fonctionne pas, que pour le coup ça appelle ou que ça envoie un email en disant j'ai des problèmes de connexion. Enfin, vous voyez, on commence l'entretien déjà d'un mauvais pied, quoi. Et finalement, on a tellement l'habitude maintenant de faire des réunions de Teams, on a tellement l'habitude de se retrouver, de participer comme aujourd'hui à des réunions qu'on en vient un peu à oublier quelque part l'enjeu d'une rencontre et finalement ce qu'on va attendre de l'autre côté dans cette première discussion. Donc le fait de se préparer, de se mettre au calme encore plus quand on est en webinaire, enfin quand on est chez soi, que quand on va aller quelqu'un, je pense que c'est important. Vous n'êtes pas à l'abri quand on vous dérange, que votre chat arrive ou ainsi de suite. Alors, c'est les aléas, ça ne sera pas gênant, mais quand même, ce contact, il est quand même assez rare. Vous avez l'opportunité de pouvoir échanger avec quelqu'un qui va vous proposer une future belle opportunité professionnelle de rejoindre dans un beau projet que vous rêviez depuis longtemps. C'est dommage de le gâcher à cause voilà, d'une problématique. Toutes ces petites choses, elles ne sont pas graves en elles-mêmes, mais ajouter, ça va faire douter en fait. Et en nous, on ne veut pas le doute. Voilà. Exactement. Donc on attend des personnes qu'on rencontre
de la sérénité, de la droiture, de l'exigence et ainsi de suite, quoi. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Ludo. D'être isolé dans une pièce où on peut pas vous interrompre, avec les fenêtres fermées pour pas qu'il y ait des bruits extérieurs, avec une lumière en face et pas derrière pour éviter d'être à contre-jour sur la vidéo. Tous ces éléments, effectivement, vont peut-être pas faire qu'on recale votre candidature, mais si il y a de la compétition, si on hésite entre des candidatures, enfin, mettez toutes les chances de votre côté. Tous ces petits points, si vous les faites correctement, c'est effectivement à la fin de l'entretien, le consultant chez nous ou chez notre client, votre interlocuteur va y aller au feeling, va faire l'entretien pour moi c'est très bien passé. Alors, il y a un autre sujet aussi qui n'est pas forcément lié typiquement à l'entretien, mais plutôt à la préqualification. Vous avez tous peut-être reçu déjà des appels de recruteurs qui, suite à la réception de votre CV, vous ont appelé pour prendre un peu de renseignements complémentaires pour décider ou pas si vous convoquent un entretien. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi ces moments-là, ces étapes entre les deux, entre guillemets. Si vous recevez l'appel d'un recruteur ou d'un RH et que vous êtes en train de faire de vos courses, je veux dire, vous paniquez pas, hein, il n'y a pas de souci, mais ne vous isolez pas pour répondre à tout ce qu'il faut parce que vous n'êtes pas en condition. Vous êtes en train de faire vos courses avec votre caddie. Donc, faut être rationnel, je dirais, entre guillemets. Donc, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème de dire à quelqu'un, par exemple, attendez, je suis au Super U, merci pour votre appel, c'est top, je suis content que vous me rappeliez. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées et je vous rappelle dans 15 minutes ou je rappelle demain à 9 h, ça vous va? Voilà, donc maîtrisez la chose en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. Ne vous laissez pas peut-être... ne subissez pas. Voilà, c'est ça, ne subissez pas et c'est exactement ça, ne subissez pas forcément ces contextes, mais maîtrisez un peu la suite des opérations. Quoi. Okay. Ça vous apportera plus de sérénité. Ouais. Voilà, donc vous l'aurez compris, et c'était ce que je vous disais en introduction, on n'a pas la prétention de vous apprendre des choses nouvelles sur la manière dont on mène un recrutement, mais pour nous, ce qu'on observe depuis aussi longtemps dans les recrutements et les entretiens qu'on mène avec les financiers, c'est que ce qui fonctionne, c'est la vocation d'un métier, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est un certain nombre de sujets qui doivent revenir, qui font écho finalement à un recruteur en finance, des sujets comme la digitalisation, les robotisations, l'automatisation, la business intelligence, des outils comme Power BI, enfin il y a des choses d'actualité qu'on a besoin aussi de sentir dans ce type d'entretien. Et puis surtout, de plus en plus, ça va être aussi l'impact que va pouvoir avoir un financier sur la performance globale d'une entreprise. Voilà. Rappelez-vous ce qu'on se disait sur l'atelier CV, c'est que votre salaire chargé, ça va représenter un sacré montant sur un budget global d'une entreprise, surtout quand on parle de PME, surtout quand on parle de filiales de groupes étrangers. Donc on va comprendre et mesurer à quoi sert finalement ce type de poste. Donc dans cet entretien, dans ces premières rencontres, on doit avoir cette sorte de notion de fil rouge de ROI, entre guillemets, hein, de se dire, voilà, comment on va mesurer l'efficacité de cette fonction qu'on recrute. Et donc, votre exposition et votre explication de votre métier, elle doit être assez limpide et assez claire pour pouvoir être rassuré sur cet investissement qu'on va être amené à faire, quoi. Okay. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre, ou est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on s'est dit jusqu'à présent? Je vois mon fidèle Hervé qui est là, donc Hervé, avec un grand plaisir d'avoir ton retour. Mais sinon, il y a quelqu'un qui a dit oui, donc ravi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous entendre sur deux sujets assez différents. Un, c'est les attentes du client versus votre conseil au client. Je m'explique. Moi, quand j'ai cherché à passer à un poste d'exécutif, après 30 ans dans l'audit, j'ai eu un certain nombre d'entretiens. On m'a répondu, oui, vous avez un profil super intéressant, mais nos clients veulent des gens qui ont déjà été DAF et qui ont déjà fait exactement la même chose avant. Bon.
Donc, je sais qu'on est en France et que la technique du clonage est très rassurante pour un certain nombre de personnes. Je ne suis pas persuadée que ce soit si rassurant que ça dans les environnements actuels. Et donc, je m'interroge un peu sur la mission du consultant en recrutement vis-à-vis de son client. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui n'a absolument rien à voir, c'est la partie référence. Quand est-ce qu'on actionne les références? Quand est-ce qu'on les demande? Comment elles sont utilisées? Ben voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Merci C'est pas beaucoup. mal. Alors, je vais répondre sur les références, déjà, pour que ce soit très, très pratique. Souvent, on va vous inviter dans un processus de recrutement classique, un cabinet de recrutement va inviter un candidat à les présenter. Enfin, on va vous en parler. Est-ce que vous avez des choses, des références, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est limpide, là. Pour le coup, action-réaction, vous les avez, bam, vous donnez les noms et ainsi de suite. Elles sont utilisées par le consultant en recrutement par la suite, tout simplement pour compléter quelque part les sentiments qu'on a pu avoir en entretien. Donc, on va appeler les gens que vous allez nous autoriser à appeler et surtout refaire rapidement l'entretien avec la personne en disant voilà notre perception de cette candidat, voilà ses points forts, selon nous les points faibles. Qu'est-ce que ça vous évoque? On nous a parlé de ça, de ça, de ça, ainsi de suite. Ça s'arrête là en fait. On ne va pas aller refaire un entretien ou refaire le monde. Hein. Donc c'est quand même assez disparate aussi comme exercice de cabinet à cabinet. Hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières de faire. Nous, en fait, des références, on va plutôt les utiliser dans un but de conforter quelque part un avis qu'on aura eu pour appuyer justement une candidature, mais finalement rarement pour défavoriser une candidature. Voilà, c'est quand même assez rare. À quel moment? Est-ce que c'est vraiment à la toute fin? Parce qu'effectivement, c'est ça. Parce que moi, je suis aussi référence pour un certain nombre de mes collaborateurs qui sont partis ou qui cherchent ou autre chose. Donc, je me posais la question, en fait. C'est rarement en début de... Alors, encore une fois, c'est là où je vous dis, c'est très disparate par rapport à l'exercice du métier de cabinet de recrutement de nos confrères. Je suis incapable de vous dire qu'est-ce que fait Michael Page, Robert Half ou ainsi de suite, je ne sais pas. Mais nous, c'est sûr qu'on va s'en servir en fin de process, entre guillemets. C'est pas une référence qui va nous dire non, on appelle ce candidat, oui, on ne l'appelle pas, ou on le met à l'entretien, on ne le met pas à l'entretien. Je veux dire, la conviction qu'on a à envoyer une shortlist de CV, de profils qu'on aura rencontré à un client, elle se fait suite à la rencontre physique entre un consultant et un candidat. J'aurais deux remarques à faire, Ludovic. Ouais. Première remarque sur les références, il me semble que vraiment ça doit être un peu du donnant-donnant. Un candidat n'a pas de réseau objectif de donner des références alors qu'il est en début de process et surtout quand parfois il ne sait même pas de quelle entreprise il s'agit. Le deuxième point, c'est sur ces références, c'est que en fonction des jobs pour lesquels on va postuler ou pour lesquels le cabinet va retenir notre candidature, on ne va pas forcément donner les mêmes références. Et le troisième point, c'est que à partir d'un certain niveau, nos références vont être des DG ou des PDG de boîte ou des directeurs de branche ou de division. Et on ne peut pas se permettre que ces gens-là soient dérangés trop souvent par des cabinets, tout simplement parce que c'est contre-productif pour nous. Donc je pense que c'est vraiment à la fin qu'il faut donner ces références. Ça, c'est sur mon intervention sur l'aspect référence. La deuxième chose, je voudrais revenir sur l'aspect ROI qui me paraît effectivement très important, que tu mentionnais tout à l'heure. Quel va être notre ROI, notre impact? Et là, en fait, nous, financiers, on a une difficulté qui est peut-être un peu plus importante que les commerciaux. Les commerciaux, pour eux, c'est facile de dire je suis intervenu dans la boîte, grâce à moi, le chiffre d'affaires a boosté de 5%, j'ai réussi à conquérir tant de nouveaux clients.
Donc nous, notre approche, elle est aussi qualitative, c'est de l'amélioration de délais, c'est de la réduction de risque, c'est aussi des choix d'investissement qui vont être plus pertinents, plus judicieux, c'est aussi le choix de systèmes d'information qu'on va mettre en œuvre plus facilement avec plus d'agilité. C'est un ensemble de choses comme ça et je pense que c'est moins facile pour nous financiers en fait que pour les commerciaux, je trouve. Alors, oui et non. Désolé Hervé, mais il ne faut pas non plus que vous ayez une vision trop exigeante de ce fameux ROI. Parce que nous, en tant que recruteurs, tout ce qu'on va attendre, par exemple, dans tout ce que tu viens de me citer, Hervé, c'est par exemple que tu me dises que suite à ton intervention, vous êtes passé de reporting qui était de J+12 à J+4. Oui. Et ça, ne serait-ce que ça, ben, ça veut dire waouh, il y a eu quand même une capacité à un moment donné on imagine ce qu'il a dû faire pour arriver à ça. Et donc, est-ce que ça fonctionne? C'est le consultant en recrutement, s'il a de bonnes références, il va dire bon alors, ça a apporté quoi? Donc là, on va avoir une vraie discussion et donc on va pouvoir avoir un avantage concurrentiel à donner à notre client en disant attendez, J+12, J+4, vous réalisez ce que c'est? Vous voudriez pas faire ça dans votre boîte? Bah si, je voudrais faire. Donc voilà. Donc c'est quand même des éléments comme ça. Sur des éléments de crédit recouvrement, la gestion du DSO et ainsi de suite. Là encore, le nerf de la guerre, on sait dans toutes nos entreprises aujourd'hui, c'est la gestion du cash. Hein, pour faire des bons de commande, ça les commerciaux ils sont forts, mais pour récupérer le cash et pour l'avoir sur le compte en banque, c'est autre chose cette histoire. Donc il y a quand même, moi dans ma carrière, j'ai vu pas mal de directeurs financiers qui ont mené à bout de bras des projets de sécurisation de cash, des projets de définition de ce que c'est qu'une adresse de facturation, d'un process, et ainsi de suite. Donc où on a pu réussir à garantir un certain nombre d'informations et faire en sorte que plus rapidement on ait du cash dans l'entreprise. Donc je pense qu'il faut toucher à des sujets très, très stratégiques et très terre à terre qui vont impacter finalement un dirigeant et qui va dire bah oui, ça chez nous on ne sait pas faire et lui il sait le faire et il l'a fait en tant de temps. Voilà. Ou ça a permis de rapporter X parts de marché. Donc rapprochez-vous juste d'éléments très, très factuels qui vont mettre en valeur un certain nombre de choses très, très pratiques, quoi. Vous aviez votre première question, c'était surtout sur l'adéquation qui peut exister par rapport à un profil de poste et puis par rapport à une attente d'un client et par rapport à un aspect, par rapport à un candidat, c'est ça? Oui, et par rapport à des parcours, entre guillemets. Des parcours, ouais. Alors, et c'est vrai que c'est un point qui est assez délicat, ça, parce que nous, en tant que cabinet de recrutement, ben, effectivement, on a un client qui va venir avec son cahier des charges et qui va venir en disant, mais voilà, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et puis, j'ai quelqu'un qui part à la retraite et alors, il était parfait, il était merveilleux, il était super. Et puis, en fait, on veut un copier-coller, un clone, un machin, un truc comme ça. Alors, la capacité et le savoir-faire d'un consultant en recrutement, c'est justement de le conseiller, hein, puisque notre métier, on fait du conseil en recrutement. Donc, on va faire ce qui est dans notre mesure de faire pour pouvoir réorienter et puis reconnecter finalement un client qui a été déconnecté du marché en lui disant ben, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et puis plus, mais non, c'est pas possible. Mais parfois, on a aussi une difficulté à faire que les candidats qu'on reçoit, qui postulent à nos annonces, comprennent l'enjeu du décor. Si des fois on demande un certain nombre de choses, c'est que on n'a pas le choix en fait, hein, et on veut trouver la compétence au bon endroit et on ne peut pas trouver autrement. Et le client n'a pas forcément le temps d'attendre que la personne monte en compétence sur un certain nombre de sujets. Hein. Mais le consultant en recrutement, effectivement, va être la personne qui va pouvoir, dans bien souvent des cas, rassurer le client, le réorienter pour faire en sorte que le maximum de candidats puissent postuler. Mais de plus en plus, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est quand même technique. Enfin, c'est quand même, il y a beaucoup de critères qui viennent s'ajouter les uns aux autres, et c'est pour ça que parfois, on a du mal aussi à trouver le bon candidat. Parce qu'au-delà de la technicité, on a tout simplement un critère qu'on ne pourra jamais changer, c'est par exemple la zone géographique. Hein? Moi, je suis en train d'aider Justine, qui est le manager du bureau de Rennes, qui est en train de recruter un directeur de centre de services partagés pour un groupe qui est basé en Normandie.
ben, honnêtement, il est juste super ce poste-là. Il y a du management, il y a de la norme, il y a du process, il y a plein de, voilà, il y a un enjeu fort avec un rattachement fort d'un groupe avec des sites de production et ainsi de suite. Ben voilà, enfin, ça reste en Normandie et puis sur le bassin local, on n'a pas forcément des gens qui vont être prêts à postuler à ce type de poste, qu'il est vraiment complexe. Par contre, on a plein de candidats sur Paris. Mais bon, voilà, je vous fais un petit coup de pub au cas où, on ne sait jamais. Mais voilà, et ça, alors on le retrouve, je vous fais cet exemple avec la Normandie, mais entre l'ouest et l'est de Paris, on va retrouver exactement la même chose. Hein, les temps de trajet, les machins, donc quand tout ça vient se rajouter, avec de la digitalisation, avec du management d'équipes nombreuses, ça fait qu'on n'arrive pas souvent à aussi faire rentrer le pool de candidats qu'on peut avoir disponible sur ce type d'opportunité. David, vous aviez une question? Oui, bonjour. Alors, ce n'était pas vraiment une question, c'est juste peut-être un élément complémentaire sur la préparation à l'entretien. Oui. Dans la lignée de vos conseils sur l'entretien physique et virtuel. Juste un retour d'expérience, puisque quand j'ai voulu changer de job il y a quelques années, après 18 ans passés dans la même entreprise en sortie d'école, le niveau d'expérience en entretien est très très limité. Et donc avec une certaine appréhension pour cette étape qui je crois est plus facile peut-être pour les commerciaux que pour les financiers de par simplement la nature. Et du coup, j'ai appris à ce moment-là à utiliser la cohérence cardiaque et le fait de... Donc, cohérence cardiaque, hein, c'est inspirer, expirer, inspiration de 5 secondes, expiration de 5 secondes pendant une trentaine de fois. Ça dure 5 minutes, c'est pas très très long. Et en fait, ça permet de rentrer en entretien de façon très zen et justement d'aborder cette première minute de prise de contact de façon beaucoup plus sereine que sans préparation. Donc voilà, c'est juste un petit retour d'expérience si ça peut alimenter. Merci, parce que c'est vrai que ces choses-là qui sont proches de nous et aujourd'hui disponibles au travers un certain nombre d'outils qui sont là, on ne les met pas assez en pratique. Et c'est vrai qu'ils sont efficaces pourtant. Ils sont vraiment efficaces. Je sais que moi-même, j'ai une Apple Watch et elle me fait souvent des rappels pour pouvoir que je respire dans la journée, des machins, trucs comme ça. J'ai jamais essayé, mais c'est vrai que ça apporte peut-être une certaine sérénité avant ces moments un peu parfois stressants. Ok, on avance parce que c'est déjà 6 heures et j'aimerais quand même qu'on puisse échanger ensemble après sur la suite. Alors, vous aurez la présentation de toute façon disponible, la DFCG pourra vous l'envoyer. Je ne vais pas vous les montrer là, mais je vous invite à rigoler un peu aussi et puis à prendre sur le biais de l'humour. Je vous ai mis quelques vidéos assez explicites sur des entretiens qui vous permettront de voir tout ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, d'une manière assez humoristique. Donc, il y a Barack Obama qui passe un entretien d'embauche avec quelqu'un du Job Center et il y a cette vidéo de Vimeo là, qui est vraiment sympa, qui est une génération, une différence de génération en fait, qui va passer un entretien et puis il y a vraiment un côté, on ne se comprend pas du tout sur les nouveaux outils, sur ce que vous devez faire. Et donc, il y a un décalage entre les deux générations qui est tout à fait intéressant. Il y a Zlatan Ibrahimovic là, qui fait passer aussi un entretien à un candidat qui s'attendait vraiment, c'est une caméra cachée, donc il ne s'attendait vraiment pas à le voir. Et il est complètement déstabilisé, le pauvre petit gars. Et donc, dans la préparation de l'entretien, c'est assez rigolo parce que du coup, il est complètement perdu. Et puis après, c'est Bref, là, je sais pas, c'est à une époque, il y avait Bref, j'ai passé un entretien aussi qui est assez rigolo. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi que finalement, sur YouTube, vous allez avoir des outils, vous allez avoir des conseils d'une manière hyper importante, mais voilà, il y a des choses des fois à retenir, d'autres pas, mais je vous engage aussi à regarder des fois des bons conseils de professionnels. Allez, on avance. Du coup, Bastien et Mickaël vont être on stage dans quelques instants pour nous faire une simulation d'entretien. Donc, Mickaël, du coup, on va partir du principe que
tu es un DAF, donc on verra le CV tout après, et donc tu as reçu une invitation pour un entretien d'embauche à distance de la part de Bastien. Pendant ton entretien, tu vas chercher des arguments qui démontrent que finalement, tu es la bonne personne pour le bon poste. Tu réponds aux questions du recruteur, tu vas détailler ton expérience et donc tu vas faire en sorte d'avoir le job et puis surtout de voir la suite. Toi, Bastien, tu es un consultant chevronné de Hayes, senior finance Montpellier d'ailleurs, je te délocalise. Tu as été mandaté par un client dont on va voir après les caractéristiques qui cherche un directeur financier pour Montpellier. Donc, tu as trouvé ce CV qui a répondu à une annonce. Tu l'invites pour un entretien à distance. Et donc, tu poses tes questions et toi, tu vas nous dire après ce que tu recherchais et ce que tu veux vraiment trouver pendant l'entretien. Alors, le contexte, il est le suivant. On recrute un DAF avec un salaire de 100 000 euros basé sur Montpellier. C'est une société spécialisée dans la gestion des achats non stratégiques pour des sociétés grands groupes, donc une société de services. On recherche, dans le cadre de son développement, un directeur financier qui va être membre du CODIR, qui va manager 12 personnes, qui va avoir 3 services sous son scope, donc le recouvrement, la compta, le contrôle gestion. Donc un enjeu sûrement de récupérer du cash au travers des clients qui ont du mal à payer peut-être, assurer un suivi fiabilité de l'information et puis de mesure de la performance et de l'aide à la décision pour un CODIR qui doit être sûrement exigeant et composé de sûrement un DG, un directeur commercial et puis sûrement un service opérationnel. Et donc on a voilà, on a l'enjeu et puis l'ambition. Un client nous cherche quelqu'un qui a un bac plus 5 en finance. L'aspect contrôle gestion, ça nous intéresse, qu'on veut vraiment quelqu'un qui modélise peut-être des tableaux de bord, des KPI, ainsi de suite. Il y a un contexte de LBO aussi qui est là et qui est indéniable parce que on pense, on réfléchit. Je la découvre comme vous. Je l'ai pris sur s.fr, mais j'imagine que si on parle de LBO, on va parler d'enjeux, d'organisation, on va parler de convenantes, on va parler de toutes ces choses-là qui font que la relation avec le fonds, elle est parfois tendue et ils sont d'autant plus exigeants. Donc c'est peut-être pour ça qu'on veut quelqu'un qui nous mette en place un service de contrôle-gestion digne de ce nom. Voilà. Donc la pratique professionnelle de Sage, voilà, on est sous Sage en termes de logiciel comptable. Donc on est en face d'une belle PME qui a l'ambition encore de grandir, quoi. Et alors, Michael, toi, tu postules, donc tu es un directeur financier qui a fait sa bosse, on va dire, entre guillemets, donc qui a une belle voilà, forte orientation business, périmètre international, tu as fait du management d'équipe, alors je ne sais pas combien il y en a, mais au travers de la carrière, il y en a pas mal. Tu as une double formation, tu as un passé comptable avec un DECF, donc c'est l'ancienne version du DCG, diplôme Bac plus 4, c'est ça, avec un executive MBA par la suite. Très intéressé par tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est BI, et puis des expériences de direction financière dans le secteur paramédical, des missions de directeur financier groupe pour des ESN en cybersécurité, donc vraiment du service. Et puis, 2 grosses expériences majeures, l'une dans un groupe de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'autre dans un groupe de 100 millions, voilà, qui font de toi, voilà, un candidat qui pourrait apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. OK ? Donc, ce que je vais vous demander à tous les deux, c'est de condenser ce qu'on s'est dit auparavant en 15 minutes à peu près. OK ? Pour faire cette étape de présentation, cette étape d'échange. Voilà, l'idée, c'est pas de piéger l'un ou l'autre, mais c'est d'avoir un entretien assez global et qui nous fasse réagir à tous sur des situations qu'on aurait, qu'on vivrait ou qu'on va vivre ou qu'on a vécu. OK ? Et ce que je vais vous demander à tous d'observer, je vais laisser ce slide là sur l'écran, mais c'est de réfléchir à certaines choses en fait.
sur les capacités techniques de Michael, sur sa gestion du stress, sa flexibilité. Je pense que Bastien, parfois, il va peut-être le mettre en difficulté, lui poser des questions qui vont le déranger, donc voir comment il réagit, son esprit d'initiative. Tout à l'heure, on a parlé de cet esprit de se dire, bon, ben, essayons de mener un peu l'entretien, de voir dans quelle capacité, dans quelle possibilité il peut le faire. Est-ce qu'il a eu la capacité de le faire et comment il le ferait et comment il aurait pu le faire, hein, parce que je ne sais pas si tu le feras, Michael, et vraiment, ne t'embête pas à le faire, hein, mais c'est juste nous, il faudra qu'on se dise, bah, tiens, à tel moment, ça aurait été bien que qui dise ça et ça. Voilà, c'est surtout ça. L'improvisation, l'orientation vers le business, voilà, comment se lance le dialogue, comment est structuré l'entretien. Voilà, je vous laisse ça à l'écran, qu'on essaye de peut-être prendre des notes et puis après se retrouver puis d'échanger ensemble sur comment ça s'est passé. Je vous demanderai d'abord à vous, Bastien et Michael, qu'est-ce que vous avez senti l'un de l'autre, ok, pour avoir d'abord votre retour à tous les deux, et puis après le mic est ouvert, comme on dit, et je vous proposerai ensuite de partager nos expériences. Très bien. On y va? Très bien. Super. Allez. C'est parti. C'est parti. Bah écoutez, bonjour Mickaël, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cet échange aujourd'hui. L'objectif, effectivement, c'est que j'ai une meilleure compréhension de votre parcours, comment est-ce que vous avez évolué, les compétences que vous avez aujourd'hui. Et on regardera effectivement dans un deuxième temps qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui, quelle est l'optique que vous avez vue pour votre évolution au court, moyen, long terme. Et on va regarder, effectivement, on va conjuguer ça avec potentiellement les offres qu'il y a sur le marché, sachant que, effectivement, vous avez postulé à une de mes opportunités. On va effectivement voir ça aussi en parallèle. Tout à fait. Alors, est-ce que, tout d'abord, vous connaissez un petit peu le cabinet Hayes? Alors, en ce qui concerne le cabinet Hayes, j'ai été approché par le passé. Après, je n'ai que des informations parcellaires, donc je serais ravi de revoir une présentation de votre part. Très bien, avec plaisir. On va juste prendre 1-2 petites minutes, comme ça je vous présente globalement dans quel contexte vous êtes, comme ça vous comprenez un petit peu aussi comment nous fonctionnons. Le cabinet Hayes existe depuis 1958 en Angleterre. Depuis, on s'est développé dans 33 pays et plus particulièrement en France depuis 2001. Depuis 2001, on a développé donc 22 bureaux régionaux. Moi, je vous parle donc... Bastien, je peux te laisser passer ça parce que... Tu veux qu'on zappe? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, on passe, donc nous recrutons. Je vais vous laisser la parole donc pour que vous puissiez donc m'expliquer un petit peu justement votre parcours d'une manière chronologique en repartant juste rapidement de votre formation. J'hésiterai pas donc effectivement à vous interrompre très légèrement si j'ai une question à vous poser. Merci beaucoup. Très bien. En ce qui concerne donc mon parcours, j'ai commencé dans un premier temps par un master école de commerce qui m'a conduit ensuite par une formation comptable, donc où j'ai fait 2 brefs stages, on va dire, dans le cadre de ma formation, donc dans une direction financière où j'ai pu intervenir effectivement sur l'analyse de coûts, sur ces aspects-là. Et puis par la suite, donc, j'ai intégré donc un Big Four où je suis resté pendant 6 ans, où j'ai été jusqu'au grade de manager, où j'ai pu intervenir effectivement sur des audits de comptes sociaux et de comptes consolidés de grands groupes principalement. Et donc après 6 ans, c'était quelle société? Alors c'était un Big Four, donc c'était EY. C'était EY. Et vous étiez basé où? Alors j'étais basé à Paris et également à Lyon, donc où j'ai obtenu une mobilité par la suite. Très bien. Et donc par la suite, j'ai après 6 ans donc passé en Big Four, je me suis dit que j'avais pour envie de passer au sein d'une direction financière pour voir finalement comment fonctionnait donc une direction financière de A à Z et non plus d'intervenir en tant que prestataire externe. Et donc j'ai saisi l'opportunité au sein d'un groupe qui était en pleine restructuration à l'époque, qui est en fait Pernod Ricard. Donc
Donc en ce qui concerne Pernod Ricard, donc ce n'était pas le mastodonte qu'on a connu aujourd'hui, mais c'est un mastodonte qu'on a connu donc par la suite, donc 20 ou 30 ans après. Donc j'avais intégré un moment où justement il y avait une intégration d'une filiale où j'étais en charge effectivement du contrôle financier. Donc je suis resté sur cette fonction, je dirais 4 à 5 ans, où j'ai pu, au fur et à mesure de la montée en puissance de cette filiale-là, prendre des responsabilités, donc manager une équipe de plus en plus importante, de 2, 3, plus de 5 personnes, mettre en place effectivement des KPIs en ce qui concerne notamment le suivi notamment de l'activité et le suivi de la performance. J'ai participé aussi notamment à un projet, donc au projet d'intégration de la filiale donc en question que j'avais en charge d'intégrer pour la maison mère. Et donc, après 4 à 5 ans, on m'a demandé effectivement de venir au siège, notamment pour travailler notamment sur des projets bien spécifiques, notamment liés à l'harmonisation notamment de certaines filiales, puisqu'on était dans un contexte, donc Pernod Ricard était dans un contexte effectivement de rachat et d'intégration. Et là, donc, au siège, donc, j'ai géré effectivement une équipe qui est de 10 personnes, où j'ai été à la fois été amené à avoir une supervision, notamment sur le contrôle de gestion, également donc sur tout ce qui va être trésorerie et plan de financement, puisque effectivement, comme vous devez le savoir, quand on était en période de pleine croissance avec des rachats assez successifs, et donc parfois effectivement il fallait s'assurer que de la pertinence finalement de l'intégration et du rachat de ces ces fidèles-là. Donc j'étais aussi en charge finalement avec le board de la stratégie finalement de financement de ces filiales-là. Est-ce que bien évidemment en lien avec plusieurs interlocuteurs et différents prestataires, voir si on est en capacité effectivement de financer et en capacité effectivement d'évoluer notamment sur le rachat de ces filiales-là. Ok. Est-ce que vous travaillez sur les mêmes logiciels quand vous étiez d'abord à la filiale puis au siège? Alors non, ça n'a pas été le cas tout de suite, puisque donc c'était 2 logiciels différents. Il a fallu effectivement harmoniser à un moment donné pour tout simplement harmoniser donc le logiciel et l'échelle groupe pour qu'il y ait aussi une remontée d'informations fluide et limpide, et un gain d'information et un gain de temps bien évidemment. D'accord. Vous avez pu participer à ce projet justement côté finance? Alors oui, tout à fait. Alors je l'ai supervisé, mais assez loin à vrai dire, dans la mesure où j'avais donc des supervisés donc qui avaient une appétence beaucoup plus grande sur ces aspects de logiciels notamment. Mais en m'y penchant de plus près, effectivement, ça m'a permis par la suite de développer une véritable appétence et de connaître effectivement comment dirais-je, l'impact que ça pouvait avoir sur une fonction financière. D'accord. Et votre périmètre en termes de chiffre d'affaires était d'environ combien? Alors en termes de périmètre, je crois que j'étais dans un périmètre, on va dire, d'une centaine de millions d'euros qui couvrait à peu près, je dirais, une dizaine de pays, avec des marchés émergents comme des marchés, on va dire, un peu plus matures. À l'époque, on était effectivement en plein boom, notamment par rapport au marché asiatique. Et effectivement, il a fallu réfléchir sur quelle stratégie, notamment d'un point de vue développement des financements et aussi développement d'axes commerciaux, quel segment et comment dirais-je, quelle zone géographique notamment privilégiée. Et donc, pour le coup, j'ai, avec le board, réfléchi avec bien évidemment mes équipes, et nous avons donc convenu que certaines zones géographiques comme les États-Unis étaient peut-être moins intéressants effectivement que des marchés émergents, même si c'était difficile de le savoir à l'époque, mais finalement notre choix s'est avéré plutôt payant de nous orienter finalement vers l'Asie, vers la Chine notamment. D'accord, très bien. Donc vous faites ça pendant quelques années et ensuite vous arrivez à décrocher donc un poste de directeur administratif et financier. Oui, tout à fait, et par ailleurs, on m'a proposé, à vrai dire, ce poste-là dans le cadre de la reprise d'une filiale. Pour le coup, il y a eu consolidation et puis par la suite, donc un poste s'est libéré notamment au sein d'une filiale où je suis resté de souvenir 3 ans, 2 à 3 ans.
où donc j'avais en charge effectivement un périmètre à peu près 100 millions d'euros en fait, finalement, j'étais l'équivalent d'un country manager sur la partie effectivement sur la partie financière, où j'avais à participer et à renforcer notamment l'harmonisation à l'échelle de la filiale, donc des normes qui étaient dictées par le groupe. D'accord. Donc là, vous étiez toujours sur le même type de logiciel? Alors oui, tout à fait, là, puisque l'intégration c'est faite. Donc pour le coup, j'ai effectivement poursuivi la mise en place, enfin pas la mise en place, mais effectivement le déploiement et la formation auprès des collaborateurs de ce logiciel-là, ce qui nous a permis d'économiser effectivement beaucoup d'argent. Oui. Et comment a évolué votre management direct? Parce que là, pour le coup, vous passez en filiale. Est-ce que votre équipe, elle a évolué en termes de taille peut-être? Alors oui, elle a évolué en termes de taille. Alors je n'avais plus autant à manager, enfin je n'avais plus à manager autant de personnes en direct, pour être tout à fait transparent avec vous. Donc j'avais finalement à manager 3 à 4 relais directs qui eux avaient eux également des équipes en interne où bien évidemment on échangeait donc de manière assez hebdomadaire en ce qui concerne notamment le développement notamment de la filiale. D'accord, très bien. Donc ensuite, je vois que là, pour le coup, vous changez de structure. Alors oui, pour vous expliquer effectivement le contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu malheureusement, on va dire, une crise économique, donc la crise économique de 2008 qui a aussi renforcé notamment certaines autres régulations, notamment par rapport à la régulation notamment des cadeaux et des lois, on va dire, anti-blanchiment. Ce qui fait que il y a eu des réductions d'effectifs à cette époque-là, et donc à ce moment-là, il y a eu effectivement des plans de licenciement ou des plans de relocalisation, et malheureusement, ce sont les expatriés qui ont dû payer les pots cassés dans un premier temps. Donc malheureusement, j'ai effectivement été remercié. Même si ça s'est très bien passé au cours de ces 8 à 9 années justement passées au sein du groupe, mais effectivement on était dans un contexte difficile et donc j'ai préféré effectivement prendre un nouveau défi, un nouveau challenge. D'accord. Alors comment vous avez trouvé justement ce nouveau challenge? Alors j'ai été chassé, pour être tout à fait transparent avec vous. J'ai été chassé donc par un cabinet de chasse où donc on m'a proposé l'opportunité sans forcément savoir quel était le secteur d'activité. Donc ce qui m'avait séduit effectivement, c'était le projet de prendre dans sa globalité le poste et la direction administrative notamment de ce groupe. Et on m'avait dit par ailleurs que c'était un secteur justement qui était déployé à l'international, pour lequel j'ai une forte appétence au vu de mon expérience précédente. Et donc j'ai rencontré donc dans un premier temps la DRH et puis ensuite le directeur général qui m'avait présenté les perspectives, séduit par notamment le relationnel qu'on pouvait avoir ensemble. J'ai été convaincu notamment de signer l'opportunité. D'accord. Donc là, vous étiez plus DAF d'une filiale, mais alors DAF groupe. C'était quoi le périmètre alors que vous aviez donc du groupe en entier? Alors, en ce qui concerne le groupe en entier, donc pour vous donner l'ensemble des filiales, je crois qu'il y avait une dizaine de filiales partout dans le monde. On était sur un périmètre un peu plus petit pour le coup, puisque on était dans une dynamique un peu différente. C'était un chiffre d'affaires consolidé entre 50 et 100 millions d'euros, donc dans le secteur du luxe. D'accord. Alors là, pour le coup, comment a évolué? Donc pour le coup, là, vous étiez à un niveau groupe. Est-ce que comparé à avant, vous avez plus de poids envers les décisions stratégiques, la mise en place, les décisions de projet? Alors tout à fait, puisque je reportais directement auprès du directeur général et auprès du COMEX. Donc ce qui me permettait effectivement d'avoir une emprise, ou en tous les cas pas forcément une emprise, mais une relation plus privilégiée, notamment avec l'instance dirigeante. Et donc on était aussi dans un contexte aussi difficile, donc de pré-crise, de post-crise pardon, à l'issue de la crise de 2008. Et donc il a fallu effectivement restructurer, mettre en place un logiciel qui n'était pas forcément des plus efficaces.
donc avec des latences, avec également des retards de paiement, avec une difficulté aussi de suivi notamment de trésorerie et d'encaissement à l'échelle groupe. Et donc, il a fallu effectivement travailler notamment sur ces processus-là pour qu'ils soient le plus transparents et qu'ils reflètent la réalité le plus possible. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment le plus marqué pendant ces 3 ans? Comment est-ce que vous avez fait évoluer le groupe, justement? Alors, comment j'ai fait évoluer le groupe? Alors, effectivement, ça a été, c'est une question qui ma foi, est assez pertinente. Ce qui a été, ce qui m'a marqué, je pense, le plus, c'est effectivement ce climat, on va dire, qui a été difficile, hein, où j'ai dû tout simplement travailler avec des budgets, alors certes, dans toutes les entreprises restreints, mais là c'était effectivement particulièrement difficile où il fallait effectivement pour comment dirais-je, pour tout coût engendré, il fallait effectivement demander l'aval donc de la direction générale. Donc ce qui était aussi assez fatigant à un moment donné. Les équipes à un moment donné ont été découragées. Il a fallu effectivement les encourager en leur donnant aussi des projets, notamment en leur donnant aussi une vision et comment dirais-je, une stratégie claire. Mais c'est vrai que de mon côté, entre effectivement une direction générale qui encourageait effectivement qui avait une stratégie globale notamment de réduction des coûts, et moi de mon côté effectivement qui était dans le cadre on va dire d'une amélioration de la performance de l'autre côté, c'est vrai que parfois on va dire la chose était difficile à tenir. Donc ça se traduisait par vous aviez justement peut-être un manque d'autonomie, un manque de moyens pour mettre en place ce que vous souhaitiez mettre. Donc pour le coup, vous faites ce poste pendant 3 ans. Qu'est-ce qui se passe 2018? Alors pour le coup, donc en 2018, en ce qui concerne donc cette situation-là, j'ai donc convenu avec cette entreprise-là donc d'une rupture conventionnelle, donc où j'en ai profité également donc pour faire une pause, notamment pour comment dirais-je, réévaluer notamment ma situation, mon parcours, profiter aussi notamment pour me remettre à la page, si vous me permettez, donc, et puis aussi développer de nouvelles compétences. Et donc là, j'ai fait effectivement un Executive MBA, donc au sein d'une école de commerce assez prestigieuse, et puis aussi suivre notamment des cours notamment relatifs à la direction financière et également à l'évolution notamment comment dirais-je, que le secteur notamment connaît. D'accord. Je vous laisse 5 minutes pour conclure. D'accord. Donc pour le coup, effectivement, je vois vous faites aussi une formation intelligence artificielle. Tout à fait. Et pour le coup, vous reprenez en fait une mission en 2020. Oui, tout à fait. Puisqu'il nous reste effectivement très peu de temps, mais je vais condenser. Donc, j'ai donné une nouvelle direction à ma carrière, et donc j'ai décidé effectivement d'opter plutôt dans un secteur assez novateur, donc qui est le SN. J'ai voulu tout simplement essayer ce secteur d'activité. Donc, on m'a proposé. Donc là, une nouvelle fois, j'ai été chassé. Donc pour une mission, on va dire temporaire de management de transition. Donc, c'était une mission de restructuration notamment du service financier, puisqu'ils étaient en pleine croissance, et donc ils avaient besoin effectivement de mettre en place un logiciel qui soit plus adéquat. Donc là, j'ai accompagné les équipes notamment dans cette mise en place de logiciel, et puis par la suite, donc j'ai intégré une nouvelle fois donc la direction administrative et financière d'un groupe dans le secteur du paramédical. Et effectivement, donc je ne suis plus malheureusement en poste, donc ce poste donc c'est fini en 2022, tout simplement pour des raisons aussi que j'ai pu connaître, c'est-à-dire qu'il y a eu une difficulté notamment d'alignement notamment avec la stratégie du groupe au global sur la partie financière, avec comment dirais-je, des budgets et avec des moyens également qui étaient difficiles à tenir. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes en recherche toujours d'un poste de direction financière. Tout à fait. Est-ce qu'il y a peut-être une typologie d'industrie ou de taille de société qui vous intéresse davantage?
Alors, en ce qui concerne les secteurs, pas vraiment, si ce n'est effectivement une industrie qui va être à la fois porteuse de valeur ajoutée et effectivement d'innovation. Ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel j'aimerais m'axer désormais avec l'executive MBA que j'ai pu faire et avec les cours que j'ai pu faire également, donc occuper une direction financière qui va accompagner la croissance d'un groupe ou d'une structure, aider à son accompagnement, à son financement, à sa mise en place et également donc à son déploiement. D'accord. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on va rechercher pour donc le poste pour lequel vous avez tout simplement postulé. On va rechercher donc un directeur administratif et financier qui va pouvoir gérer une équipe de 12 personnes, dont 3 responsables de service. Donc sous votre tutelle, je dirais, vous aurez le recouvrement, la comptabilité et le contrôle de gestion. Alors, c'est assez particulier donc, parce que la société est spécialisée dans la gestion des achats non stratégiques. Donc là, votre mission principalement, ça va être vraiment d'optimiser les flux financiers que vous aurez avec les fournisseurs et les clients. Ça va vraiment de pouvoir, comme vous dites, comme vous avez souvent fait, fluidifier toutes les transactions financières, que vous allez donc travailler étroitement avec les différents responsables de services, et donc aussi emmener donc la société vers une situation donc de LBO, de potentiel rachat. Quelles sont vos premières impressions sur cette gamme, je dirais, de missions? Alors moi j'avais plutôt des questions à vous poser Bastien, pour le coup, en ce qui concerne notamment le périmètre de cette entreprise. Est-ce que vous pourrez m'en dire d'ores et déjà plus sur le périmètre en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'entités notamment que regroupe ce groupe ou cette structure? Alors tout à fait, en termes de chiffre d'affaires, on va être autour de 65 millions d'euros. Ils sont en bonne croissance, ils maintiennent environ entre 10 et 15% de croissance par an. Aujourd'hui, donc, on a effectivement le siège qui est à Montpellier, hein, qui est la localisation donc, du poste, et ils ouvrent 2-3 petites agences par an en moyenne. Donc là, principalement sur le périmètre français, pardon. Mais depuis 2 ans, ils commencent effectivement à se développer en Espagne avec des projets pour aller donc jusqu'au Portugal dans les années à venir et aussi ouvrir en Italie. D'accord. Et quels sont les enjeux notamment qui sont relatifs, on va dire, à la direction administrative et financière dans ce groupe? Donc principalement, c'est effectivement d'accompagner cette croissance, tout en fait, quand je vous ai dit l'optimisation des flux financiers, c'est aujourd'hui pour la taille que la société a, c'est comme s'ils arrivaient un petit peu à un breaking point. Les flux, l'organisation qui est actuellement en place, ne tient plus pour sans doute ce qui va être les années à venir. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir transformer, accompagner le changement, donc comme vous avez de l'expérience de plus grands groupes, pour que eux ils puissent s'adapter et que justement que cela n'impacte pas la croissance, parce que parfois une croissance trop forte peut amener une société un petit peu un groupe à couler. Donc l'objectif, c'est de pérenniser donc justement cette croissance dans les prochaines années. D'accord, très bien. Très bien. Et justement, dans quel contexte notamment dans quel contexte se fait ce recrutement? Alors, tout simplement que le directeur administratif et financier précédent a quitté les fonctions pour poursuivre une autre opportunité, mais la direction de toute façon était effectivement, je dirais, contente de cette séparation parce qu'il trouvait que le DAF précédent était certes très bon au niveau opérationnel, mais que justement pour ces sujets stratégiques de développement de société, n'était peut-être pas forcément à la hauteur. D'accord. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue sur la force de proposition pour pousser justement les projets. Il avait mis effectivement en place tous les systèmes qu'il y a dans la comptabilité et le contrôle de gestion notamment. Mais aujourd'hui, justement, ça ne tient plus et il n'arrive pas à s'adapter justement à la continuité de croissance. Donc, d'un côté, accompagner la croissance et en même temps garder une main courante sur l'opérationnel. Au fur et à mesure, c'était plus que de l'opérationnel et il n'y avait plus assez d'accompagnement sur le niveau stratégique. Les gars, merci.
Très bien. C'est ce que j'allais te demander, Ludo. Ouais, non, On peut continuer encore longtemps. Vous êtes arrivé dans une étape d'échange qui aurait été vraiment intéressant à écouter aussi, hein, je pense, mais il faut faire un choix et si on veut aussi nous permettre d'échanger, il faut qu'on se préserve le temps là, parce que c'est déjà 18h36. Oui, déjà 20 minutes. Ok, du coup, j'aimerais bien que tous les deux, vous nous donniez votre ressenti, mais très rapidement pour qu'on puisse ensuite laisser la parole aux gens. Mais Moi, pardon. Vas-y. Ouais, j'allais lancer que pour moi, en tout cas, l'échange a été très fluide, a été très agréable, très cordial. L'idée, c'est d'accompagner l'un comme l'autre dans la progression dans cet entretien, ce que je trouve que nous avons effectivement bien fait. C'est pas présentation de A pour B. Non, c'est en fait on accompagne, on pose des questions, enfin vraiment la définition basique d'un échange. Et là vraiment on l'a atteint. J'ai pas posé des questions pointues qui s'arrêtaient là. J'ai accompagné donc pour poursuivre justement le sujet, pour comprendre justement l'évolution. Et puis donc Michael aussi pareil, a lui continué sur ses points, rajouter de la valeur sur son parcours. Et donc effectivement, et à la fin, donc on y était aussi. Donc je dirais ça se renverse un petit peu. C'est aussi la présentation de la société. Comment tu as senti Michael dans son état d'esprit, enfin dans son attitude, dans son état de stress, est-ce que tu l'as senti confiant, est-ce que tu l'as senti hésitant, est-ce que tu l'as senti parfois peut-être mal à l'aise? Alors moi, j'ai pas trouvé du tout qu'il était ni mal à l'aise, ni pas en confiance. Au contraire, malgré le fait qu'on a pris connaissance. Alors peut-être que tu connaissais un petit peu le CV, Michael, mais en tout cas, en si peu de temps. Se préparer, ça se voyait que tu connaissais ton sujet, que tu savais effectivement de quoi tu parlais. Alors effectivement, il y avait des points où tu disais, je sais plus exactement combien j'ai managé ou des choses comme ça. Donc là, je conseille à notre public qu'il faut éviter ce genre de petits phrasés. Bon, bien sûr, Michael, vu que c'est pas sa vie, vous pouvez pas connaître tout sur le bout des doigts, mais avoir son propre CV détaillé à côté pendant l'entretien pour apporter des chiffres spécifiques. Surtout qu'en plus, on est dans le domaine de la finance, donc pour le coup, les chiffres pointus, c'est quelque part quelque chose d'apprécié. Mais bon, sinon, globalement, sur l'attitude, la confiance, enfin, l'image que tu projetais, Michael, c'était top. Très bien, merci. Et ton retour, toi, Michael, alors? Je trouve que c'était aussi un échange constructif. Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'était davantage de passer sur l'échange. Je pense que la présentation, je pense que tout un chacun connaît plutôt son parcours par cœur, on va dire. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de faire l'exercice de l'entretien et d'aller dans le cœur même du sujet. De voir notamment les situations qui auraient été peut-être un peu plus problématiques. Et là, on aurait, je pense, peut-être illustré davantage le propos que tu avais souligné au cours de cette présentation, mais je pense que on aura l'occasion de toute façon pour ceux et celles qui souhaiteront notamment échanger, qu'on puisse vous détailler davantage notamment ces aspects-là. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, Michael, pour justement arriver, parce qu'on l'a tous observé que ce moment d'échange que vous avez eu tous les deux à la fin, c'était ça, le déclencheur de dire oui, vous allez venir ou pas. Et donc, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Et c'est la question que je vais vous poser à vous tous après, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment pour arriver à cette étape de discussion, de rencontre, d'échange? J'aurais pu clairement synthétiser en les grandes lignes, on va dire. Donc, je te donne un exemple, mais 20 ans d'expérience, dont 15 à la tête d'une direction financière. J'ai côtoyé le secteur, enfin différents secteurs, que ce soit le secteur X, Y, Z, sur des échelles à la fois régionales, nationales et internationales, où j'ai pu gérer les aspects du contrôle de gestion, de la mise en place de RP, etc., etc. Et donc là, tu as effectivement le cadre. Et à ce moment-là, donc si Bastien a besoin d'informations complémentaires, j'aimerais creuser davantage certains aspects. Vous avez managé telle personne.
est-ce que vous pouvez me repréciser le contexte? Oui, j'ai managé 15 personnes dans tel contexte, dont 4 à ma charge directe, etc., etc. Mais je pense que j'aurais pu être beaucoup plus synthétique, quoi. Beaucoup plus synthétique, effectivement. Ouais, ok. Qui c'est qui se lance? Alors, en feedback? Des questions, des commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Hervé, ton micro. Oui, je dirais que d'abord, bravo pour cet exercice, parce que c'est toujours très difficile de parler en peu de temps de son parcours. Effectivement, il me semble que ça aurait pu être ça aurait été peut-être plus intéressant de parler plus du futur que du passé. En ce sens, peut-être un peu plus synthétique sur les expériences passées, pour davantage convaincre l'interlocuteur que, compte tenu de ses expériences passées, c'est la bonne personne pour le bon poste, qui va bien correspondre au poste, et donc avoir aussi le temps de poser plus de questions à son interlocuteur, parce que le CV, en fait, normalement, il l'a déjà lu, donc il me semble plus intéressant de creuser, d'essayer de voir quels sont les enjeux du poste, les circonstances. Alors, ça a été fait un petit peu, mais à mon sens, en proportion du temps alloué, peut-être pas suffisamment. Voilà mon premier feedback. Mais bon, alors, je vous rejoins complètement, Hervé. Oui, mais après, la question que j'avais un peu en suspens aussi, c'est de dire comment on y vient, en fait, parce que quand on passe un entretien, on a d'abord une observation mutuelle, une compréhension, une connaissance, et on a besoin quand même de travailler son pitch et justement d'être assez serein par rapport à qui on est, pour passer justement à cette étape-là. Et je pense que c'est assez difficile c'est pas donné à tout le monde, je pense, ça se pratique, quoi, d'arriver straight to the point, voilà, mais maintenant on est dans l'échange, quoi. Tout dépend, je dirais, du temps dont on dispose, c'est ça, en fait. C'est ça. Pour le but de l'exercice, je suis effectivement d'accord que la partie finale aurait été intéressante à creuser davantage, mais je suis aussi d'accord avec Ludovic qu'il faut pas trop nier effectivement cette première partie où les deux interlocuteurs justement se mettent justement à la page, communiquent, pour que justement quand on arrive sur cette deuxième partie, là où on va creuser vraiment le sujet, le pourquoi on est là, le poste à pourvoir. Donc Michael a posé effectivement des questions sur la société, sur comment est-ce qu'elle est organisée, quels sont les projets d'avenir, pour que justement après pour aller plus loin, on aurait creusé sur peut-être des exemples que Michael aurait fait dans son parcours, pour dire justement j'ai déjà eu ce type de problématique que j'ai réglé de telle ou telle manière, que j'ai pu mettre en place tel ou tel projet ERP système. Mais donc justement pour en arriver sur ce point-là, il faut déjà arriver à un moment où on a déjà une bonne communication. Donc je suis d'accord une fois de plus pour le principe de l'exercice aujourd'hui. On a même dépassé largement les 15 minutes. Mais oui. Alors, est-ce que vous voulez, quelqu'un d'autre pourrait participer un peu à donner son retour? Qui c'est qui se lance? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah oui, je suis désolée, mais je suis en voiture du coup, donc je vous en prie. Moi, le retour d'expérience que je ferai, oui, je dirais que c'est un petit peu dommage. Moi, je reste un petit peu sur ma faim, parce que c'est vrai que ça aurait été plus ciblé sur le recrutement du poste en lui-même que sur le passé. Donc, de la personne qui se présente, ça aurait été plus, à mon sens, plus pertinent en tout cas. C'est vrai que là, ça s'arrête au moment où on a envie que ça continue, c'est un peu dommage. Ouais, c'est clair. Voilà, mais après, bon, c'est vrai que c'est pas un exercice toujours évident. Après, c'était quand même assez intéressant. C'était, fluide, plutôt bien fait. Voilà, donc très bien. Alors, c'est aussi la manière de vous faire prendre conscience que finalement, ce temps imparti, vous allez en être les maîtres. Vous allez gérer ce temps imparti. Et souvent, on va se plier aux exigences du recruteur
qui va driver la chose. Et là, Bastien nous a bien fait l'exemple. Hein. Il Oui, a oui. dit à Michael, bon, voilà, Mm. voilà comment ça se passait. Je vous propose de faire ça. Et donc, si on suit ça, on vient exactement ce que Michael a fait. C'est-à-dire que ce Oui. que vous nous dites tous, qu'on remarque tous, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur l'explication de son parcours. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle école, machin, nanana. Et ça, c'est au début. Mais en fait, c'est la fin qui nous intéresse le plus. Donc, Tout à fait. voilà, gardez le contrôle de ça. Et encore une fois, n'oubliez pas, votre salaire chargé, ça vaut tant sur un budget d'entreprise. Votre ROI, ça va être quoi? Il ne faut pas en parler à la fin de ça. Il ne faut pas en parler non plus au début. J'aurais aussi une question un petit peu en rapport avec ça et le diplôme, parce que c'est vrai qu'essentiellement, sur la majorité des offres ou des annonces qu'il peut y avoir, c'est systématiquement forcément pour ce niveau de poste du bac+5. Et du coup, est-ce que c'est vraiment indispensable, plus fort que l'expérience et que les missions qu'on a pu faire Moi, j'ai une éducation, on va dire, professionnelle, une bonne partie de ma carrière à Londres, donc anglo-saxonne. Et donc, ma réponse, elle va être non. Oui, elle va être non. Oui. Voilà. Mais par contre, on est en France et oui, le diplôme implique quand même pas mal de choses et c'est une grosse attente. Maintenant, dans mon expérience professionnelle chez Hayes depuis 20 ans, j'ai quand même vu des postes, j'ai pourvu des postes de directeur financier qui avaient un bac+2. Donc, ça veut non plus rien dire. Ça dépend de vos cibles. Si vous ciblez des PME, des ETI, des structures familiales où on a un pouvoir de décision qui est assez court, voilà, parfois le diplôme n'est pas forcément un prérequis systématique, mais dès que vous allez toucher à des organisations cotées ou des filiales de groupes étrangers, des fois ça va être un peu plus coton et enfin des filiales françaises plutôt de groupes français, donc ça va être plus difficile. Là, il va falloir faire preuve d'un diplôme, d'un bac+5 et puis voilà. Alors après, il y a des choses qui sont parfois peut-être pas mis assez en avant aussi. Si on parle de diplôme, le DEC, voilà, le diplôme d'expert comptable, aujourd'hui, c'est quand même une garantie. C'est quand même un parcours comptable, c'est aussi une certaine liberté pour un dirigeant de se reposer sur quelqu'un qui connaît quelque chose que lui ne connaît pas du tout. Donc, le DEC en lui-même, ce fameux diplôme, les Anglais aussi l'apprécient beaucoup parce que dans les environnements anglo-saxons, on parle de Qualified Accountant pour un directeur financier. Et donc, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et quand on ne l'est pas, on ne peut pas exercer un poste de directeur financier en Angleterre. Pas légalement, mais plutôt moralement, on dirait, entre guillemets. Oui. Donc, ils ont cette habitude-là. Donc, quand vous avez un background comptable technique assez fort, autant le promouvoir et en parler. D'accord. Merci. Je trouve que c'est effectivement quand même assez important, pas forcément de s'éterniser, mais dans l'explication de l'évolution du parcours, ça prend quelques secondes de dire quel diplôme on a fait, certes, même si c'était il y a 20-25 ans, mais en fait, si vous avez fait d'autres formations complémentaires plus tard, ça s'inscrit effectivement dans l'évolution. Donc là, effectivement, Michael l'a bien fait parce que donc sur le CV, il y a un trou entre 2018 et 2020 qui s'explique aussi par la formation qui a été faite. Alors je ne sais plus exactement en tant qu'ingénieur et une école d'ingénieur sur l'intelligence artificielle qui vient justement à expliquer ensuite pourquoi est-ce qu'il a tenté effectivement dans une ESN. Donc comme ça, aujourd'hui, on peut peut-être penser qu'un diplôme qu'on a fait il y a 5 ans, après, on ne sait jamais parce que la personne que vous avez en face de vous, c'est peut-être un RH, c'est peut-être un DG, c'est peut-être quelqu'un qui a des ordres, qui dit tu me trouves quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça. Autant le dire, ça prend quelques secondes à dire qu'effectivement, j'ai commencé par telle école, tel ceci. Plus vous mettez de sujets sur la table, plus les gens ils peuvent effectivement faire une relation dessus. Si on n'a pas fait un bac+5, c'est pas non plus la mer à boire, vu qu'il y a 20 ans d'expérience effectivement derrière, et on va essayer plutôt de mettre ça en valeur pour le coup, mais c'est pas à négliger non plus. Super. D'accord, merci. Il y a Monsieur Frogin, David, ouais.
Oui, une idée pour laquelle j'aimerais avoir votre avis, Bien sûr. dans l'hypothèse justement de pouvoir concentrer les explications sur les dernières expériences qui, en règle générale, sont plutôt celles qui sont les plus pertinentes pour le poste, mais sans non plus occulter ces éléments de début de carrière qui sont importants. Est-ce que on peut, je dirais, passer assez vite sur le début de carrière simplement en se contentant d'expliquer les transitions? Tout à fait, enfin jusqu'à un certain degré, mais je dirais sur quelqu'un qui a 25 ans de carrière, faut plutôt s'attarder sur les 10 dernières et les 15 premières, expliquer comment est-ce qu'on est arrivé aux 10 dernières. Donc on va principalement partir sur, bah, là j'ai commencé à faire des projets, mon périmètre il a évolué, j'ai fait 20 puis 50 puis 70 millions. Mon management d'équipe, au début j'avais 2-3 personnes, voilà. Et puis en fait en 5 minutes, on a peut-être expliqué, les 10 premières années de sa vie de carrière. On explique voilà les grandes lignes, peut-être qu'on a bougé les secteurs, peut-être qu'on a bougé à l'international, voilà. Et après effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, qu'on va commencer à s'attarder, davantage, sur, des chiffres plus pertinents, sur les projets qui ont été réalisés, dans les derniers postes occupés. D'accord, OK. Donc vous confirmez que c'est une stratégie qui est à retenir pour, quand on a un certain nombre d'expériences professionnelles? Tout à fait, parce que pour le coup, faut pas perdre faut pas, enfin comme disaient, Mickaël et Ludovic, il faut pas s'éterniser en fait, trop longtemps non plus sur le parcours. Parce que de toute façon, enfin en face de vous, vous avez quelqu'un qui est un humain qui va perdre au bout d'un moment, peut-être un niveau d'attention ou rester concentré longtemps, ça devient un petit peu compliqué. Donc pour le coup, si ces premiers éléments, on peut y passer un petit peu plus rapidement, mais qu'on les dit quand même, mais brièvement, pour que justement on puisse s'attarder sur les derniers sujets qui sont pour le coup plus récents, plus importants, plus impactants dans la recherche, aujourd'hui. Effectivement, c'est une bonne manière de mettre, en plus-value les choses importantes. OK, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bon, Oui, moi, bah, je veux ah, bien. vas-y, je vous en prie. Excusez-moi. Oui, parce que en fait, déjà merci tous les deux pour cet exercice qui est pas simple, surtout quand on est scruté par un certain nombre de personnes en plus, et que c'est pas, notamment pour celui du candidat, d'habitude il est de l'autre côté. Moi, j'ai prêté attention à un autre sujet où j'ai trouvé que Mickaël avait peut-être passé un peu trop de temps à expliquer pourquoi il était parti, pourquoi il avait été licencié, pourquoi ça s'était terminé. C'était un peu long. Et il a failli, bon, il a évité l'écueil, mais tomber dans la justification. Et là, c'est pas ce que le recruteur attend. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cabinet d'up-placement que j'ai fait un moment, on entraînait effectivement des personnes. Enfin, il y a des personnes qui avaient du mal à verbaliser pourquoi ils étaient partis parce qu'ils étaient encore tellement atteints dans leur émotion dessus. Et en fait, là, on sentait qu'à un moment, il n'avait pas forcément fait complètement son deuil. Et c'était trop long, probablement, parce que finalement, le recruteur, vous allez peut-être me le confirmer, il veut un truc court, il veut un truc clair, qui se tient, qui est logique. De toute façon, la vie des entreprises, tout le monde la connaît. Il y a un début, une fin, qui peut être plus ou moins rapide, plus ou moins brutal, plus ou moins, etc., sans que la personne en question ait démérité. Donc c'était juste par rapport à ça. C'était peut-être un peu long là-dessus et un peu négatif, effectivement. On aurait pu mettre en avant peut-être des choses positives par rapport à ça. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Mais vous avez raison de le souligner et c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, quelque part, de cette action-réaction et puis ce côté naturel, animal, entre guillemets, d'autodéfense qu'on va avoir besoin de se justifier ou d'apporter une explication rationnelle dans un départ. Voilà, c'est ce que je vous dis tout à l'heure dans la théorie, la préparation,
elle est aussi là, se dire, bah tiens, voilà, j'ai une zone de faiblesse qui est cette étape de mobilité que j'ai eue entre deux postes. Je sais que voilà, on ne s'est pas quitté en bon terme, ou alors ça a été juste 6 mois, ça a été un échec parce qu'on s'est mal compris, nana. Je vais devoir l'expliquer. Bah, quelle est la manière la plus rationnelle de l'expliquer, la plus fluide pour que ça passe plus naturellement. Et on voit beaucoup de candidats qui dans Qui sont ces pris de étapes-là court sont pris de court. au Ouais. moment où on leur demande. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Mickaël qui a cherché un Oui. petit peu à peut-être broder là, en improvisant un peu. Mais je tiens à dire que c'est quand même un point important d'expliquer quand même les liaisons entre les postes. Moi, mes clients, très très fréquemment, ils peuvent me demander quels sont les liens, pourquoi il y a eu, quelles ont été les raisons de départ. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si tout d'un coup, sur un CV, tous les 2-3 ans, il y a quelqu'un qui part de son poste alors qu'il est en CDI, parce qu'il dit qu'il s'ennuie, ou etc., etc. Moi, mon client, si je lui dis, bon, bah, les 3 derniers postes, le candidat, il a quitté parce qu'il disait qu'il s'ennuyait. Bah, moi, mon client, il m'a demandé pourquoi. Enfin, voilà, il y a une certaine manière. Enfin, je suis aussi d'accord avec Ludovic, d'où la préparation en amont, savoir comment est-ce qu'il faut apporter les choses. Mais donc, pour le coup, ça peut faire mal et les clients ou l'entreprise finale, quoi, peut décider de pas poursuivre avec quelqu'un qui s'ennuie trop souvent, ou enfin voilà. Et c'est qu'un exemple, hein. Après, il y a des parcours où les gens, ils ont aussi parfois pas de chance, ils subissent toujours des licenciements, où il y a des fusions, donc résultat, il y a des postes en doublon, donc résultat, l'autre était plus senior. Enfin, voilà, mais fondamentalement, comme disait Ludovic aussi à un moment donné, c'est en fait d'éviter le doute. D'éviter les zones de noir, les zones d'ombre, apporter de la lumière là-dessus. Et comme il a aussi dit, en préparant en amont, voilà, votre speech, votre présentation, vous allez apporter la lumière sur ce que vous voulez, parce que c'est vous qui avez la parole à ce moment-là. Donc justement, emmenez la conversation quelque part qui vous arrange. Oui, enfin moi je suis complètement d'accord, il faut expliquer, parce que moi j'ai recruté pour mes équipes, j'ai fait appel à Ace et d'autres. Et effectivement, des fois dans le CV, on voit des choses, ou moi, pour ma propre équipe, qui vous interpellent. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, ce que je cherche aussi là-dessus, c'est comme vous, c'est d'avoir une explication claire, honnête, rationnelle. Mais Exactement. pas pendant une demi-heure, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir compris effectivement le sujet, ou si c'est des gens qui font du stop shopping tous les 2 ans, bon, il y en a aussi, hein, mais effectivement, c'est des vrais sujets. C'était juste que là, je trouvais que c'était un peu dommage. Je sentais qu'il n'était pas à l'aise et que c'était un peu long. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais candidat, d'ailleurs. Moi, il y a certaines personnes où j'ai pris des risques aussi, hein, contrairement à ce qu'on disait, même en tant que cliente, j'ai pris des risques. J'ai dit, bon, allez, je prends le pari de cette personne. Elle n'a pas tout à fait le brief, mais au moins c'était clair. Et les accidents de parcours et ou autres étaient clairs pour moi. Ouais. Souvent, ce qu'on voit, c'est des personnes passionnées, engagées, passionnées, qui ont 20, 30 ans d'expérience professionnelle dans différentes entreprises et qui ont vécu ces expériences intensément, et qui vont du coup extérioriser cet engagement-là. Et donc, quand elles vont expliquer ces entreprises-là, il va y avoir beaucoup trop de temps qui va se passer. Je te rejoins, voilà. Ludovic, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a parfois, on va dire, le côté animal. Par exemple, tu disais tout à l'heure sur se défendre. Ben là aussi, on peut tomber sur des personnes qui aiment bien parler d'eux-mêmes, qui aiment bien raconter ce qu'ils ont fait. Et donc, pour le coup, là, ça peut effectivement durer trop longtemps aussi. Ouais. Donc, voilà, donc on arrive à 19h à la fin de notre webinaire. Pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est que, pensez vraiment à préparer l'ensemble de votre entretien, et qui n'est pas seulement de voir l'entreprise dans laquelle vous allez travailler et ainsi de suite, tout ça, mais qui est aussi la préparation de vous, des questions, de la manière dont vous allez vous présenter, dont vous allez structurer votre entretien. Et la deuxième chose, pour conclure, je voudrais dire qu'il faut arriver à cette étape d'échange.
il faut arriver rapidement à cette étape de valeur, de performance, d'accompagnement, de projet, dans tous les mots. Quand je dis les mots, les problématiques de l'entreprise, il faut que vous arriviez à pouvoir en parler et rassurer votre interlocuteur pour que vous puissiez lui dire rapidement, ben voilà, c'est moi qui vais vous régler vos soucis. Donc voilà, et ça on a vu la démonstration et merci à tous les deux d'avoir joué le jeu parce que oui, c'était pas facile et je vous ai en plus un peu prévenu à l'arrache, donc vous avez relevé le challenge, donc bravo et un grand merci. Quant à nous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. Je vais faire un petit post sur LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous faire remonter les choses qu'on doit améliorer. Et puis on vous donne rendez-vous de toute façon le mois prochain pour parler justement de LinkedIn. Et on aura aussi de bons échanges toujours pour tout ça. Et puis à nous solliciter aussi si jamais vous avez des questions particulières par rapport à cette préparation d'entretien. Et aussi sur vos CV, n'hésitez pas à nous les envoyer si vous souhaitez avoir un œil extérieur. Je retiens, merci à vous, à Ace, pour cette excellente présentation. Je retiendrai une chose quand même. On a quand même bien intérêt à bien connaître son CV, bien connaître son parcours, que le moins d'hésitation possible, bien connaître ses chiffres. Ouais, tout à fait. Bien connaître ces chiffres et effectivement essayer de dérouler ça assez rapidement de telle manière à susciter l'échange. Et on voit bien quand même, bon, Michael, il connaissait son affaire, mais c'était fluide quand même, il n'y avait pas très peu d'hésitation. Or, souvent dans l'entretien, il y a de l'hésitation. Et l'hésitation, c'est toujours où on cherche un peu ses chiffres, quoi. Donc, c'est ça qui est important, je crois. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous en tous les cas. Bon courage pour la suite de vos recherches et à très vite. Bonne soirée à tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.